si je résume vos offres en mode quelqu'un qui ne connaît pas, fondateur d'agence, etc., vous m'installez un système pour 7 000 € et vous me faites des devis sur mesure sur des automatisations. Et qu'est-ce qui fait que vous facturez 6 800 à une boîte et 10 000 à une autre? Enfin, vous avez des exemples concrets de ça? Au début, on a commencé par le TGM et c'est avec le TGM qu'on est arrivé à ce prix-là, ce package de 7 000 €. Parce que déjà, les personnes, elles sont éduquées, elles savent qu'elles ont besoin d'un système, donc il n'y a pas toute cette partie, ok, travailler avec nous pour faire comme ci, pour faire comme ça. Et elles sont en croissance, donc souvent, en fait, elles veulent recruter, mais elles savent pas comment. Donc c'est à vous, avec les questions, enfin toi avec tes questions d'orienter, tu leur mets de la douleur, et c'est comme ça que vous allez créer votre FOMO que vous n'avez pas aujourd'hui. Votre mission principale, c'est pas de créer du contenu, c'est de gérer votre boîte. Le contenu, c'est aussi ce qui va vous permettre de différencier d'une agence et d'une autre. Moi, vous me passez dans votre agence et je le dis sans aucun problème, demain, je fais x10 sur votre chiffre d'affaires. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour un consulting en live. Cette fois-ci, on est avec l'agence Carré. On va vous présenter tout ça. L'objectif, c'est de passer quelques temps ensemble et d'avoir des éléments concrets à la fin pour qu'elle puisse les mettre en place. Je suis avec Steve et Lucas qui s'occupent du contenu et Steve de la partie délivrée de toutes nos agences. Donc là, l'objectif, c'est qu'on vous passe au crible et qu'on vous donne des éléments à mettre en place rapidement et que vous puissiez faire des choses avec ces éléments-là. On a pas mal regardé ce que vous faites. Donc pareil pour tous ceux qui regardent la vidéo, on a déjà eu un questionnaire comme d'habitude avec les éléments concrets dedans. Donc on va passer certains éléments qui pour nous sont logiques vu qu'on les a. Et puis voilà, comme d'habitude, les agences, comme je vous l'ai dit juste avant, on va les analyser nous dans le charbon sur 3 piliers principaux qui sont l'aspect pilotage, l'aspect delivery, l'aspect acquisition. Dans votre cas, comme je vous le disais, on va passer beaucoup moins de temps sur l'aspect pilotage que sur les 2 autres aspects parce que vous avez moins de problèmes sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, Steve va un peu moins parler que sur les autres consulting. Lucas un peu plus du coup. Donc voilà, peut-être représentez-vous tous les deux et puis après, si vous pouvez nous dire, présenter l'agence et nous dire voilà un peu les problématiques sans forcément rentrer dans les détails de l'agence. Et puis après, let's go, on fonce. Hein. Du coup, rapidement, je commence. Ouais, vas-y. Du coup, CSM du charbon, moi j'interviens sur toute la partie vraiment hyper delivery, donc tout ce qui est lié à la gestion client, relation client, dashboard, donc ça vous connaissez plutôt bien, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais globalement c'est ça depuis quelques mois maintenant depuis que j'ai rejoint le charbon, et c'est à peu près tout. Et moi du coup c'est Lucas, je suis le Head of Content du charbon. En gros mon quotidien c'est du coup de m'occuper de toute la création de contenu et tout le pôle en gros inbound, donc sur la création de contenu du charbon, donc principaux canaux LinkedIn, YouTube, Insta, et donc ça va en fait de la partie stratégie, réflexion des contenus, tournage, gestion des équipes, enfin vraiment tout de A à Z sur la partie structuration et création de contenu pour le charbon. Moi, c'est Nathanaëlle, du coup, la cofondatrice de l'agence Carré. Moi, je m'occupe surtout de la partie sales. Okay. Et on va dire que mes principaux axes d'amélioration, ça va être la prospection. Je pense qu'il y a un gros trou dans mon acquisition, les clients convertissent mal et il y a une latence entre le R2 et la signature. Moi, c'est Damarès, je suis la CTO, si on peut dire comme ça, de l'agence Carré. Je m'occupe de toute la partie delivery et technique. Mes problématiques aujourd'hui, c'est surtout la création de contenu. J'ai marre de LinkedIn et il faut que je commence à créer pour YouTube avec plus de fréquence, avec plus de consistance, parce que je pense que c'est là où j'ai plus à ajouter. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la taille de la boîte, comment vous bossez, si vous bossez avec d'autres personnes, quels sont les types de clients, présentation, qu'est-ce que vous faites aussi en termes d'offres? Ça, c'est plus pour les personnes qui nous regardent, nous on le sait, mais voilà, de manière succincte, mais juste qu'on repositionne, quoi. Alors, nous, on accompagne principalement les agences dans la création d'un système structuré, automatisé. Donc, ça passe par l'utilisation d'outils no-code, où on va essayer de faire en sorte que leur opérationnel se passe plus facilement. Il y a aussi un aspect management et conseil. Donc ça, c'est pour la première offre. Ouais. Après, on fait aussi des dashboards personnalisés, où là, on va vraiment analyser la data. L'objectif, c'est de centraliser un petit peu toutes les sources de données pour avoir une vision principale sur les KPIs que le fondateur a besoin. Okay. Et après, il y a aussi la partie automatisation qui commence à beaucoup plus marcher, où là, on fait vraiment l'automatisation sur mesure, c'est-à-dire que le dirigeant vient avec un problème, il nous dit « voilà, j'ai ça ». Des fois, il n'a pas forcément conscience de quelle automatisation il veut mettre en place. Et nous, on vient lui proposer une automatisation qui répond à ses besoins.
Donc on n'a pas forcément, enfin on fait beaucoup d'automatisation, onboarding, offboarding, mais en fait ça représente peu de ce qu'on fait vraiment dans la partie automatisation. On va vraiment... C'est quoi que vous faites? C'est des petites automatisations par-ci par-là, d'autres choses genre? Ça dépend du client parce que en fonction du projet, il y a des projets qui sont bien holistiques. Donc on va faire tout le système du client et ça peut inclure les automatisations d'onboarding des collaborateurs, onboarding de clients, offboarding collaborateurs, offboarding clients, envoi de factures, envoi de devis, envoi de propositions commerciales, récupérer des données dans une source de données, les envoyer ailleurs. C'est vraiment en fonction du besoin du client. Ok. Et dans l'organisation, parce que tu as demandé aussi comment on s'organise Ouais, entre ouais. nous deux, disons qu'il y a, si on dit que ça, après on peut filmer Ouais, non, mais t'inquiète. mon explication, disons que ça c'est le premier rendez-vous avec Nata et ici c'est l'offboarding. Là on va voir le deuxième rendez-vous en fonction du type de projet. Ça peut que j'arrive déjà dans le deuxième rendez-vous. Ouais. Ça peut que non. Si Nata a besoin que je réponde à des questions plus techniques ou non, je peux arriver ici dans le deuxième rendez-vous. Pour la plupart des projets qui sont des projets globaux, Nata, elle s'occupe toute seule. Ok. Sinon, j'arrive ici au troisième rendez-vous, qui c'est déjà la gestion de connaissances du projet. Ok. Et je m'occupe, je prends le lead à partir d'ici, du troisième rendez-vous. Ok. On va voir encore un quatrième et un cinquième rendez-vous de gestion de connaissances qui sont aussi avec moi. Pourquoi on fait ce quatrième et ce cinquième rendez-vous? Parce que ce sont des rendez-vous avec les équipes. Normalement, le premier rendez-vous de gestion de connaissances, c'est quelque chose de plus général, où on va découvrir un peu l'activité des fondateurs, leur habitude, leurs habitudes, leurs difficultés. oui, la partie sales et tout. Et dans le troisième et quatrième, enfin, deuxième et troisième, là, on a déjà commencé le projet. Oui. C'est avec les équipes pour découvrir leur processus et tout. Parce que souvent, le fondateur, il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, ok, d'accord. Donc, on Ok. va vraiment avec les spécialistes. De là à là, on va dire que c'est l'exécution du projet. Où Ouais. je suis toute seule et c'est moi qui communique avec le client si j'ai besoin de quelque chose. Normalement, dans cette période-là, c'est moi toute seule. Quand on arrive ici, qui c'est le delivery vraiment, qu'on va discuter avec le client et va montrer là, on a fait ça et ça et ça, voici le résultat de ce qu'on a fait. Nata vient aussi et c'est là où je lui rends la balle, plus ou moins. Et elle va s'occuper plutôt du client et elle va s'occuper un peu de la satisfaction, de la communication. Ok, il y a une facture encore. Voilà. Jusque-là, Nata, elle n'intervient pas beaucoup. Ok. Du troisième rendez-vous jusqu'au delivery, c'est moi. Ok. Après, souvent, il y a encore des formations, parce Ok. que quand on fait le système complet, il faut former la personne pour qu'elle puisse être capable de l'utiliser. Ouais, c'est intéressant. Il y a 3 formations à la fin, et ensuite, offboarding. Ok. Formulaire de satisfaction, appel pour découvrir, pour voir ce que le client a pensé, s'il y a des suggestions, etc. Il y a des clients avec qui on est déjà sorti pour faire un déj, pour faire quelque chose comme ça, pour vraiment amorcer la relation avec le client. Mais Ok. c'est le cycle de vente jusqu'à delivery et offboarding. En gros, c'est comme ça pour un projet plus large. Ok. Qui vous achète on a compris le typologie d'entreprise, des agents principalement, mais c'est quoi le type d'agence quelle taille? Tous ces éléments-là, est-ce que vous avez des éléments concrets là-dessus? Est-ce que vous faites que ces éléments, enfin que ces entreprises-là, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi? Alors, on avait commencé avec les e-commerçants, principalement tout ce qui était dropshipper, etc. Ça fonctionnait pas forcément. Et du coup, on est parti juste à côté, tout ce qui est agence marketing, agence d'influence, agence Rendez-vous avec d'événementiel. vous d'ailleurs. Oui. Ouais. Agence Ouais, d'événementiel, agence ads. Donc, c'est vraiment sur les personnes qui sont sur la structure agence et qui ont généralement moins de 10 personnes. Ok. C'est un peu ça la cible. C'est à partir de 3, Ouais. normalement moins de 10 jusqu'aujourd'hui. Ouais, bah, toutes les personnes qui ont besoin de framework en fait, parce que tout ce qui est e-commerce et tout, c'est beaucoup de tracking plus que vraiment du dashboard, ce genre de choses en vrai. En fait, les e-commerçants, ils ont beaucoup besoin de dashboard. Oui, C'est Pour pas regarder les stats, ouais. oui Ouais, c'est ça. et la question, c'est pas, surtout les dropshippers, parce que souvent, ils n'ont pas un seul site. Donc, c'est très utile pour eux d'avoir un dashboard où ils ont toutes les C'est informations. ça. Ouais. La question avec les e-commerçants, c'est souvent
au début, parce que là, on entre dans la phase de scale. Quand on veut commencer vraiment à gagner du chiffre, à aller plus vite, les e-commerçants, ils veulent se débrouiller tout seuls. Pour beaucoup de ceux qu'on connaît, Ils sont pas prêts à investir. ils ne sont pas prêts à investir, ils dépensent beaucoup dans le marketing. Et ils ont peu de gestion de projet surtout, en fait, c'est vraiment... Oui, que c'est du de la Ouais. livraison. Et les agences, du coup, vous avez plus de facilité sur ces business models-là à rentrer en fait? Parce que déjà, les personnes, elles sont éduquées. Ouais. Elles savent qu'elles ont besoin d'un système. Donc, il n'y a pas toute cette partie, OK, travailler avec nous, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et elles sont en croissance. Donc, souvent, en fait, elles veulent recruter, mais elles ne savent pas comment. Et il y a la partie gestion de connaissances où on amène tout un process, on réécrit les process avec eux. On leur dit, OK, on a fait comme ça, donc on peut vous accompagner de telle manière. Et donc, du coup, ça se passe beaucoup plus rapidement et facilement. Quoi. Ils sont déjà éduqués. Ouais. Ok, du coup, ça c'est bien. Bon, c'est cool si déjà on a eu un bon conseil la dernière fois qu'on vous avait eu, c'est déjà positif. En gros, c'est déjà bien. Ça, c'est intéressant sur la partie offre. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions sur l'agence. Moi, en gros, ce que je vois pour qu'on rentre dans le concret et qu'on vous aide le plus rapidement possible en étant précis. En gros, il y a un truc sur les offres. Donc là, c'est pour ça aussi que je pose des questions sur les typologies de boîtes que vous accompagnez. Il y a un truc sur les offres. Alors, ça va pas être très gros sur les offres. Et en fait, le problème, c'est qu'on pourra pas prendre de décision aujourd'hui. C'est compliqué pour nous de vous dire il faut que vous fassiez comme ça aujourd'hui. L'objectif, c'est plus de vous amener sur des pistes de réflexion, notamment sur les offres, parce que vous le savez, ça se teste, ça se reteste. Et surtout, dans vos métiers, c'est compliqué d'arriver avec un truc hyper carré. Justement, ça change beaucoup. Donc, on va faire une première passe sur les offres. On va regarder la typologie de ce que vous proposez, le type de service, le périmètre un peu, c'est sympa que je vous ai fait cette explication comme ça, nous on comprend. Comment vous présentez ça aux clients et qui vous ciblez. Ok, donc on va faire un peu le tour de tout ça, on va essayer de voir s'il y a des problématiques. S'il y en a, on vous amènera sur des pistes de réflexion. Ensuite, ce que je vois, c'est un gros bloc acquise. Et ce bloc acquise, de toute façon, nous on le divise toujours en ces trois trucs-là. Mais c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui du coup, parce que c'est là où il y a la plus grosse problématique, c'est la partie sales, la partie prospection et la partie contenu. Je pense qu'on commencera par la partie contenu, Lucas, si tu es OK. Parce que je pense que c'est plus concret, plus tangible. Il y a des améliorations à faire tout de suite, notamment sur la chaîne YouTube. Il y a des trucs, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, les espèces de avant-après, machin. Peut-être sur LinkedIn, il y a des choses à revoir. Je sais pas, c'est plus toi qui as regardé. Mais en tout cas, on peut commencer par le contenu. On peut aller faire une passe sur la prospection. Encore une fois, ça sera pas... ça va être compliqué de vous dire il faut faire cette méthode-là absolument. On va plus encore une fois vous proposer des trucs et vous mettre sur des axes d'amélioration parce que c'est pas des choses qui... En fait, ça serait vous mentir de vous dire on sait exactement que cette méthode va marcher, mais par contre, on peut vous amener sur des éléments, notamment sur les déclencheurs, là, parce que vous avez ce problème de déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'un CEO a besoin de vous à tel instant? Vous le savez pas et en fait, je pense qu'il y a juste des moyens de le trouver, ça. Et après, on passera quand même un peu de temps sur la partie sales aussi, parce que moi, j'ai pas mal de questions. J'ai l'impression que vous avez un gros goulot d'étranglement là-dessus. Parce que vous avez des opportunités commerciales, mais soit les gens mettent du temps à répondre, soit ils sont pas pressés, ils ressentent pas d'urgence, soit vous leur faites pas assez mal pour qu'ils passent à l'action. Enfin bref, il y a ces éléments-là. Un je pense statu quo vraiment très présent, en tout cas. C'est ce que j'en sens. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on revoie cette partie-là. Donc en gros, je pense que ça va se dérouler comme ça. Et on va essayer de passer quelques minutes sur chaque point et de vous ressortir avec des éléments concrets sur chaque point. C'est OK? Good, c'est bon pour vous aussi Ouais, très c'est bien. bon pour moi. Très cool. Bah, toi aussi, toi, je pense que tu vas m'aider un max sur la partie offre et après même prospection sales. Hein. Bah ouais, là. Et après Lucas, on te laissera la partie contenu. Let's go? Ouais, let's C'est go. bon pour moi. Ok. Du coup, sur les offres, aujourd'hui, si par exemple, nous on peut être client, on a, admettons, on a, je sais pas, moi j'ai une problématique, on a plusieurs problématiques de suivi, on a plusieurs problématiques d'automatisation. On a automatisé l'onboarding, on n'a pas encore automatisé l'offboarding. En gros, concrètement, quand vous avez un client, qu'est-ce que vous lui proposez? On sait qu'il y a 3 offres, du coup, ça pareil, les gens ne le savent pas, mais nous on le sait sur le questionnaire. Le système global, l'automatisation sur mesure, donc vous prenez l'info, vous mettez en place. Après, il y a le Looker Studio. J'imagine que le Looker Studio, vous en faites de moins en moins. Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend. Parce que c'est en fonction du client. Le client, normalement, quand il arrive, il a déjà conscience d'un certain problème. Il a déjà conscience qu'il n'a pas un système, il a déjà conscience qu'il n'a pas des automatisations. Et quand on a ce hook avec le client, souvent, on peut venir et offrir le dashboard. Ok. Mais c'est difficilement la porte d'entrée. Donc c'est quelque chose que vous avez proposé en plus une fois que vous avez déroulé certaines En prestations chez général, lui. C'est Ok. ça. Ça c'est intéressant parce que moi je l'aurais carrément sorti des offres, donc c'est intéressant qu'ils sortent en upsell ce truc-là. Bah oui, clairement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il a moins de logique que le reste sur les agences, sur les cibles que vous accompagnez. Un Looker Studio, oui, il y a besoin de suivre les datas, mais
Dans le métier d'agence, il y a beaucoup moins besoin de le faire en fait. Et surtout, il y a d'autres manières que de le faire. Enfin, du coup, ce truc-là, je l'aurais sorti. Ok. Sur les deux premiers, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Quand vous dites un système, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez un cas de figure que vous pouvez nous présenter? Je sais que vous avez bossé avec une agence du charbon, potentiellement, vous pouvez nous parler de celle-là, comme ça, nous, au moins, c'est clair de notre côté, on les connaît. Et quand vous faites aussi, d'un autre côté, automatisation sur mesure, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Combien vous le facturez? Ces deux éléments-là, prenez-les un par un, qu'on comprenne bien. Ok. Déjà, le système qu'on construit, c'est, voilà, on vient t'apporter un outil qui va te permettre de soutenir tout ton opérationnel. Donc en fait, on va commencer par une gestion de connaissances, on va comprendre quelles sont les problématiques, comme je disais précédemment, c'est quoi les fiches produits, comment fonctionne son équipe. Une fois qu'on a ça, nous, on va pouvoir lui proposer les outils qui sont adéquats. Par exemple, on va lui dire, OK, tu as besoin de Payline pour faire ça, tu as besoin de Notion pour faire ça, ou Airtable ou quoi. On audite un petit peu les outils qu'il y a et on recentre un petit peu sur, OK, quel outil on peut virer et quel outil tu peux garder. Après qu'on a fait ça, avec Damarès, on monte une maquette et là, on explique, voilà, le client, il va rentrer par... il y a tout le process acquisition, ça passe par là, le client, il va rentrer par là. Après, il va y avoir la gestion de projet, elle va se passer par là. Et puis après, il y a l'offboarding qui va se passer par là. Demain, pour gérer tes employés, tu vas avoir... là, tu pourras calculer la rentabilité de ton projet, la rentabilité de cette personne, la rentabilité de cette équipe, etc., etc. Donc, c'est vraiment... On nous présente une carte, si je peux dire ça comme ça, un map avec les informations qu'on a eues dans la gestion de connaissances et maintenant ce qu'on peut lui proposer. Et après ça, il y a toute la partie formation où maintenant qu'on a délivré l'espace de travail, on vient former les équipes pour qu'elles soient vraiment opérationnelles parce qu'on s'est rendu compte aussi que des fois tu as un outil mais tu l'utilises pas comme tu devrais l'utiliser. Donc c'est un peu la même chose qu'on fait, on te présente un outil et pour s'assurer que tu l'utilises de la bonne manière, il y a les formations. C'est ça les 3 rendez-vous là? C'est ça, les derniers rendez-vous. Et ça rendez-vous. nécessite vraiment 3 rendez-vous? Ouais. Souvent oui, même plus. Même plus. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que vous changez les systèmes des agences ou est-ce que vous prenez les outils qu'il y a en place et vous vous démerdez avec? C'est en fonction de l'agence. Il y a des agences qui veulent qu'on propose quelque chose de complètement nouveau parce qu'ils n'ont rien. Il y en a vraiment qui n'ont rien. Ils ont beaucoup de choses dispersées dans Google Sheets, dans Google Docs, etc. Ils n'ont vraiment aucune structure. Tout est partout. Donc, on a besoin de créer quelque chose de zéro. Sinon, s'il y a déjà quelque chose en place, on va utiliser ce qui est en place pour proposer quelque chose d'optimisé. Mais si on se rend compte que ce n'est pas les meilleurs trucs, on leur demande est-ce que vous êtes prêts à changer quoi. Moi, je leur laisserai même pas. Ouais, mais ça, on va en parler après. Ok. Sur les automatiques... Enfin, déjà, ça, vous le pricez comment? Ça, au TJM, c'est comment c'est? Non, ça, on le price à 6 800 € hors taxe. Au début, on a Quoi commencé qu'il par arrive, TGM. C'est le prix minimum. Après, ça va dépendre en fonction de la complexité et le nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe. Et qu'est-ce qui dépend? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu nous factures 6 008 plutôt qu'un autre, tu vas lui facturer 10 000? La complexité, le nombre de personnes dans l'équipe. Comment ça, quel impact ça a sur le service? Le nombre de personnes dans l'équipe, par exemple, ça va changer le nombre d'espaces personnels. Parce qu'on fait des espaces personnels dans l'espace de travail. Et si on doit adapter, par exemple, un espace personnel pour l'équipe commerciale, qui n'aura pas besoin de même chose pour l'espace prod. Donc ça va complexifier encore plus l'espace. Et en même temps aussi, s'il y a une équipe commerciale, une équipe de prod, une équipe de marketing, une équipe de SAV, plus d'équipes, plus de gens, ça va demander d'espaces plus spécifiques par équipe. Ok, et la complexité? La complexité en fonction des automatisations, en fonction de ce qui est demandé dans l'espace de travail. Parce que quand on fait un espace Notion, il ne faut pas penser les bases de données isolément. Oui, il faut que tu communiques. Ouais. Il faut communiquer tout. Donc, le plus il y a des gens, le plus les processus de l'agence sont complexes, le plus le système sera complexe. Et encore plus complexe pour que ça ait l'air simple pour l'utilisateur. Et qu'est-ce qui fait que vous facturez 6 008 à une boîte et 10 000 à une autre? Vous avez des exemples concrets de ça? Au début, on a commencé par le TGM. Et c'est avec le TGM qu'on est arrivé à ce prix-là, ce package de 7 000 €, si on arrondit. Ouais. Et comment est-ce que vous quantifiez une problématique? Qu'est-ce qui fait qu'une problématique elle coûte 500 € d'une autre qui coûte 1 500? C'est plutôt ma perception de la complexité. Ouais, ok. C'est bien ce que je pensais. Ok. Et donc, du coup, ta perception de la complexité, tu la remets sur un espèce de taux horaire, en fait, au final. Plus ou moins, oui. Parce qu'il va me prendre plus de temps. Aussi par rapport à la valeur. On prend aussi ça en compte. La valeur que l'automatisation et le système va avoir pour le client. Donc, des fois, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui ne va pas me prendre beaucoup de temps. Mais si on voit que ça apporte beaucoup, on peut augmenter le prix. Ouais, mais en fait, il y a une différence entre la valeur que tu apportes et la valeur que tu résous.
Oui, Tu quantifies beaucoup plus facilement avec ce que tu résous en problématique et en douleur. oui. Et c'est peut-être ça votre sujet en fait. Ok, alors. Et sur la partie automatisation sur mesure, là, vous facturez comment? Il n'y a pas de prix fixe. C'est en fonction vraiment de la complexité et de la valeur. Donc sur mesure pure. Oui, oui, oui. Ok. Bah après, en moyenne, on fait jamais rien en dessous de 3 000 euros. On est arrivé presque à 4 avec le devis d'hier. Ouais. Mais voilà, c'est autour de ça. Et donc là, sur mesure complet, vous prenez justement ce cycle de rendez-vous, tu prends les infos et tu proposes un truc sur mesure. C'est ça. Ok, vous n'avez pas de prix d'entrée comme vous l'avez sur le système sur la partie automatisation. Non. Parce qu'il faut comprendre que nous, en général, quand tu vas discuter avec quelqu'un qui propose des automatisations, c'est comment? Cette personne, elle a déjà un système, elle a déjà une automatisation qu'elle a créée avec les outils X, Y, Z. Nous, on s'adapte à ce que tu utilises. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas proposer quelque chose de vraiment fixe, parce qu'on va toujours s'adapter à ce que le client a besoin. Ouais, mais s'il fait appel à vous, est-ce que c'est pas pour justement que vous veniez casser ce qui existe déjà, tu vois? Ça dépend. Il y a des clients qui non. Par exemple, il y a Nori du charbon, qui est notre proposition, ça a été justement ça, de s'adapter à ce qu'elle utilisait, Ouais, qu'elle ne elle voulait pas changer. Après, elles sont dures. Ouais. Petite Oui, oui. dédicace en vidéo, mais oui, on connaît. Mais du coup, voilà, l'avantage de notre offre, c'est ça, c'est qu'on s'adapte. Ok, ouais, c'est un avantage, mais je Et pense la que... communauté. Ouais, en fait, je pense qu'il faut le lisser un petit peu. En gros, moi, je trouve que parce que tu vois, en fait, c'est toi ce qui te pose problème à la fin, et même toi aussi, du coup, sur la partie contenu, mais encore plus toi sur la partie prospection commerciale pure. C'est deux choses, et j'en parlais quand tu n'étais pas encore arrivé, mais c'est que vous avez un cycle de vente qui est un peu trop long, du coup, vous perdez un peu l'accroche du client, Ouais. enfin du prospect, et vous avez une différenciation qui n'existe pas, en fait, enfin, qui n'est pas extraordinaire, en fait. Si je le dis de manière très froide dans la tête de quelqu'un. Et ça, c'est au niveau des offres. En fait, on se dit, si je résume vos offres en mode quelqu'un qui ne connaît pas, fondateur d'agence, etc., vous m'installez un système pour 7 000 euros et vous me faites des devis sur mesure sur des automatisations, on va dire aux alentours des 3 000 euros ou plus, dépendamment de ce que j'ai besoin. Mais au final, si je vais voir une autre agence d'automatisation, moi qui ne connais rien, il va me dire un truc similaire, je ne sais pas faire la différence entre vous et elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Bah, c'est quoi du coup? Parce que du coup, on ne l'a pas en tête ça. Bah, je sais pas. Après, moi, je sais que les personnes qui ont signé avec moi, souvent, ils me disaient par rapport aux concurrents, c'est que c'était hyper clair. C'était bien expliqué. On avait vraiment compris le problème. Donc, je dirais plus, c'est la manière dont on l'exprime et la manière dont le devis est exprimé. Le fait que ça soit clair, qu'on lui dit, voilà, ça, c'est la phase 1. On va commencer avec cette phase. Nous, on va pas installer une automatisation comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours la gestion de connaissances. On va se dire, OK, on fait un kick-off ensemble, on comprend. Donc là, on va l'expliquer dans le devis. Partie 2, on va dire, OK, nous, on a pensé à ça. C'est comme ça qu'on va réaliser, mais on va voir dedans. Et après, il y a la partie maintenance. Tout le monde fait des abonnements. Nous, c'est un prix one-shot. Et par exemple, il y a 6 semaines de tests et d'aller-retour. Mais à la fin, on t'assure que ton automatisation, elle fonctionne. Souvent, les autres personnes, c'est OK, tu travailles encore avec des abonnements derrière, etc. Ouais. Et ça, c'est parce que ça a marché sur des gens qui attendaient du sur-mesure. Et je sais pas si c'est vraiment représentatif. En fait, c'est ce qui fait que vous scalez pas. C'est que ça a marché sur des gens qui voulaient de l'hyper-personnalisation. En fait, c'est des gens qui viennent de la part d'autres gens. Donc en fait, ils connaissent comment vous fonctionnez. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de les avoir sur cet argumentaire-là. Mais par exemple, moi qui suis très froid, j'en connais plein des agences d'automatisation. On en a, enfin, j'appelle ça, tu vois, abus de langage, j'appelle ça agence d'automatisation. C'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de mettre un mot sur ce que vous faites réellement. Et en fait, là où vous devez gagner, c'est mettre un mot sur ce que vous faites. Par exemple, avec Nori que vous connaissez, on a mis un mot sur ce qu'elles font. Elles font des refontes premium de sites grâce à Webflow. Elles te font passer de ton ambition actuelle en tant qu'entreprise à l'ambition réelle grâce à un nouveau site. Et en fait, on met des mots sur ce qu'elles représentent. Pourtant, c'est une agence Webflow parmi d'autres agences Webflow. Et en fait, vous êtes meilleur que les autres et vous en êtes convaincus sur la manière dont vous faites l'approche. Mais la problématique, c'est que nous, qui sommes froids de l'extérieur et qui connaissons d'autres solutions, on ne le ressent pas quand vous nous en parlez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vos offres ne représentent pas ce truc-là. Et on ne les comprend pas bien. Moi, j'aime bien l'idée que vous ayez fait... Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Je n'étais pas au courant que c'était ça. Enfin, il me semble que Anaïs m'en avait parlé, qu'il y avait un prix fixe. C'était Johanna qui m'en avait parlé qu'il y avait un prix fixe, mais je ne savais pas que c'était... Enfin, elle m'avait parlé de ce prix-là, mais je ne savais pas que c'était un prix fixe. En gros. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il y ait un prix fixe sur votre offre de base. On aime bien les offres comme ça et je trouve ça c'est pertinent. Et par exemple, ça c'est un élément différenciant. C'est aujourd'hui, on vous installe votre système de gestion au sein de votre agence avec tant d'automatisation pour 6008, c'est fixe.
Derrière, pourquoi pas, moi c'est ce que je dis à tout le monde, c'est le schéma que j'ai fait ce matin, je vais vous le refaire. Encore une fois, on ne va rien définir aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Vous avez votre gros, c'est ce que j'appelle les offres Lego, c'est ce que je fais à chaque fois sur vos types de métiers. Et c'est ce que Nori par exemple fait. Vous avez votre offre principale, votre cœur d'offre, c'est la core offer, c'est votre gros Lego. C'est ça, 6008. Sauf que ça, il faut le cadrer. Je pense que vous l'avez déjà un peu cadré. Il faut que tu aies un maximum d'automatisation. Il faut que tu aies des outils que tu utilises dans 90% des cas. Il faut que tu aies des choses que tu mets en place dans 90% des cas. Parce que c'est des choses qui vont revenir. Une agence a besoin de quoi? De Penny Lane, elle a besoin de Slack, elle a besoin de Notion, elle a besoin de quoi d'autre? Des outils d'enregistrement, de call de sales, elle a besoin d'un dashboard de Trésor, elle a besoin d'un Drive. Enfin voilà, si c'est une agence vidéo, elle a besoin d'un Frame. Dans 90% des cas, vous allez retrouver les mêmes sujet. Donc en fait, toi, il faut que tu te définisses une offre que vous avez déjà définie et qui est très cool, mais que tu sois très clair sur tes livrables. Ce qui fait que tu sais quand tu dois passer au-dessus de 6008. Tu vois ce que je veux dire? Et autre chose, pour que ça soit encore plus clair et pour que toi, Nathanaël, tu puisses directement dans les rendez-vous expliquer ce mode de fonctionnement et que ça fasse vraiment la différence, c'est que vous ayez une espèce de galaxie d'upsell qui sont des plus petits Lego, en fait. Mais ça, on n'a pas. Et ben ouais, mais du coup, c'est pas clair parce que ce qui se pose problème, toi, c'est par exemple, tu m'as moi en call. Mais moi, je te cuisine direct en fait parce que je connais le métier et c'est des gens comme moi que tu vas avoir de plus en plus et c'est des gens comme moi que vous allez avoir de plus en plus qui connaissent les solutions mais qui sont pas du tout des experts. Moi, tu me demandes d'automatiser un truc, je comprends rien. Par contre, je connais parce que je côtoie des gens, je connais les prix, je maîtrise le sujet. Et vous allez en avoir de plus en plus, surtout que vos ICP. Après, vous allez vouloir adresser des plus grosses agences, c'est normal. Moi, ce que je vais te dire, c'est attends, ton système il est sympa, là, il est à partir de 6008, mais en gros, concrètement, comment ça marche? Ah oui, attends, il faut qu'on analyse, il faut qu'on fasse la récupération des besoins, etc. Machin. Et puis après, je reviens vers toi, t'as perdu la moitié. Je sais. Alors que là, si tu dis, t'es pas obligé de dire combien ça va coûter, ni ce que tu vas faire exactement, mais t'expliques ça. Tu dis, écoute, nous, c'est simple. On a cette offre à 6008, c'est la base. On couvre ça. C'est clair, limpide. Il dit ok, mais du coup moi j'ai besoin d'un peu plus. Comment ça se passe si j'ai besoin d'un peu plus? Bah écoute, c'est simple, comme au restaurant, on a une carte. Tu peux choisir tes desserts, tu peux choisir tes entrées. Bah nous c'est pareil, chaque petit Lego a un prix. Lego numéro 1, automatisation, je sais pas, vous appelez ça automatisation simple. Lego numéro 2, automatisation complexe. L'automatisation simple, elle coûte 1000 balles. Je raconte n'importe quoi en termes de prix. L'automatisation complexe, ça coûte 2000 balles. Et donc la personne que tu as en face de toi, ouais, mais du coup, comment vous allez faire pour faire du sur-mesure sur moi? En fait, on va juste prendre nos Lego et on va les accrocher au gros Lego. Et on va te faire un Lego entier. Ça sera ultra personnalisé. C'est juste que nous, on s'organise comme ça. C'est comme au restaurant, tu arrives, il y a déjà le prix, tu sais à quoi t'attendre parce que tu as le menu. Tu vois? Et ça, c'est ce qui vous manque parce que vous êtes vraiment pas loin. Avec ce truc-là, moi, j'aime bien ce genre de truc. Et par exemple, on a une boîte dans le charbon qui s'appelle Synchrone. Eux, ils font des portails de gestion. Donc, ils te créent l'outil. Ils passent pas par Notion ou par autre. Ils te créent l'outil. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils accompagnent un type de boîte particulier. Et donc, ils ont un prix pour le portail en lui-même. Par contre, ils ont un upsell onboarding. Ils ont un upsell offboarding. Tu vois, en fait... Je peux dire quelque chose? Vas-y. Et c'est là, on l'a rempli dans le questionnaire. En fait, on est trop gentil. Bah bien sûr. Parce qu'en fait... Vous mettez tout dans le truc à 6008. Voilà. Eh ben oui, mais c'est normal. Mais moi, je le vois direct le problème. Et tu vois, quand toi, on t'a posé la question, j'ai direct compris que tu galères à faire des trucs pour lesquels tu n'as pas été payé et que tu vas beaucoup plus loin que prévu parce que vous êtes gentil. Sauf que quand tu mets une offre comme ça, sans même changer quoi que ce soit, parce qu'on va en parler après de tout ce que toi, il faut que tu changes en sales, sans même changer quoi que ce soit, toi, tu remercies Dieu, entre guillemets, d'avoir mis ce système en place, parce que tu sais très bien quel est ton périmètre. Et tu sais très bien que si le mec a débloqué ça, tu as été payé pour débloquer ce truc. Et lui, il le comprend aussi. Et vous ne vous retrouvez pas dans un cas de figure où toutes les autres agences d'automatisation sont. Je le sais, on en a encore payé une récemment pour faire un truc, ça n'a jamais marché parce que c'était du sur-mesure. Mais c'est vrai, et puis ça, je m'en fous, franchement, ça peut passer en vidéo, je m'en fous. Ça a été facturé sur mesure, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas la différence. Et aujourd'hui, je suis incapable de dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez cette chance-là de réussir à faire comprendre à travers cette offre que vous avez tellement bien saisi les sujets de vos ICP que vous êtes en capacité de mettre une offre avec un prix dessus qui comprend des éléments que tout le monde va retrouver et dont vous êtes certain que cette personne-là va avoir besoin. Si derrière vous dites, en plus de ça, on a déjà tout préparé autour pour venir juste prendre et glisser les éléments en plus de ce que vous avez besoin de base, c'est trop bien. Ça ralentit le cycle de vente.
ça professionnalise le discours et ça te sort des galères opérationnelles et du dépassement de fonction entre guillemets pour lequel tu n'as pas été payé. Ça règle quand même pas mal de problèmes. Ça, c'est sur la partie pricing. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'offre Lego. On pourra en reparler, mais c'est comme ça qu'il faut que vous l'imaginiez. Ça change rien pour le client, il a l'impression d'être dans un truc ultra personnalisé, je sais que c'est important pour vous. Par contre, pour vous, ça change beaucoup de choses parce que vous travaillez dans un périmètre que vous contrôlez. Et surtout, ça vous fait passer pour des professionnels et ça vous différencie encore plus qu'avec les éléments que tu as cités tout à l'heure, qui sont vrais, mais qui pour moi ne sont pas suffisants. Sur la partie automatisation sur mesure, juste pour parler des offres, pour moi, il y a une problématique là-dessus, c'est que c'est intangible à mort. Et je ne comprends pas, en fait, par exemple, moi, alors que nous, on connaît, j'arrive pas à mettre du tangible sur cet élément-là. Donc pour moi, il y a un problème sur cette offre sur mesure. Ce matin, on était avec une agence, avec Maxime, là, et nous parlait de système de crédit. Ça, c'est un truc, limite, ça pourrait marcher là-dedans. Mais en gros, c'est intangible. Vous prenez le cas de figure d'une boîte, elle arrive, elle vous demande du sur-mesure. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, c'est inscalable. Si demain vous devez sortir de ça, comment vous démerdez pour scaler ça? Qui fait quoi? Combien vous le payez? En fait, ça va dépendre de projet en projet, c'est une galère. Ça va jamais vous... Des automatisations, c'est possible à vendre productisé. Eh oui, c'est possible à vendre. Mais du coup, il faut peut-être y réfléchir sans forcément trop le productiser. Moi, j'aime pas tout ce qui est productisé à 100%, mais il faut peut-être mettre, pareil, encore une fois, du cadre et du périmètre dans ces demandes-là. Je vous ai demandé, par exemple, un prix plancher. À partir de combien vous acceptez de faire des automatisations pour une boîte? Comment vous le facturez? Là, ce que je vous disais, le système de crédit, c'est une idée. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais c'est plus une idée. Il nous expliquait qu'en fait, il y avait une boîte qui faisait un système de crédit. En plus, ça permet de faire du MRR. Vous signez une boîte, vous la faites payer, je sais pas moi, 1 000 € par mois. Elle a 100 crédits. Et en fait, une automatisation simple, ça coûte 20 crédits, j'en sais rien. Une automatisation complexe, ça coûte 50 crédits. Je raconte n'importe quoi, mais du coup, c'est clair. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça devient tangible tout de suite. Peut-être que vous, moi, sur cette partie sur mesure, et je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse aujourd'hui, mais elle me pose problème. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas différenciante. On est sur des cycles de vente qui sont compliqués parce qu'il faut passer par tout ça, il faut prendre les besoins, etc. Et vous avez du mal à présenter les trucs. Vous pouvez perdre les clients. Et pour moi, le truc principal, c'est que c'est pas limpide, quoi. On ne sait pas, ça part d'un client à l'autre et c'est pas scalable. C'est pas assez contrôlé, c'est pas assez périmétré. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Si, c'est exactement ça. Mais limite, en fait, ça se fond avec la première. En fait, mieux vaut faire limite une mono-offer avec plus d'upsell que deux offres qui se cannibalisent. Parce que qu'est-ce qui fait que, par exemple, une boîte, vous allez lui proposer le système complet et l'autre, vous allez lui proposer du sur-mesure? C'est quoi la différence entre les deux boîtes? C'est la demande du client plutôt. Il y a des clients qui ne veulent pas changer ce qu'ils utilisent déjà. Ils n'ont pas envie de changer de Google Sheets ou sinon de Coda à autre. Ils ne veulent pas qu'on touche à ce qu'il a déjà. Ils veulent juste des automatisations pour optimiser ce qu'il a. Mais est-ce que vous savez dire pourquoi il ne veut pas qu'on y touche? Parce qu'il ne veut pas prendre du temps pour... En fait, il y a aussi la problématique de « Ok, on doit reformer les équipes sur ça, ça va prendre du temps, ça va nous ralentir. » Mieux réformer sur l'outil que je veux utiliser, mieux réhabituer à quelque chose. Parce que même si j'utilise le même outil que la personne utilise déjà, c'est comme si je venais chez toi et je rangeais chaque chose dans des endroits différents. Bah oui. Tu vas prendre du temps pour te réhabituer. Et il y a des gens qui ne veulent pas... Donc autant partir du principe qu'en fait vous avez quelque chose qui est hyper facile à comprendre, qui est hyper facile à prendre en main et de tout recommencer. Parce qu'en fait, moi je pense, je peux me tromper, je pense qu'ils vous disent ça pourquoi? Parce qu'ils arrivent à le maîtriser. Donc ils n'ont juste pas envie d'avoir une solution qu'ils n'arriveraient pas à maîtriser. Mais vous, c'est à vous de les rassurer en expliquant qu'avec des espèces de petites formations que vous avez, ce sera hyper facile à prendre en main. Mais ça pour moi c'est plus une objection que réellement je veux garder ce que j'ai fait. C'est juste qu'ils ont peur de perdre la main et de se dire je sais plus faire, tu vois. Ouais, surtout, j'ai une question. Enfin, c'est plus ça pour moi. Quand vous faites votre offre principale, là, dedans, il y a, en fait, parce que l'outil principal d'une agence, c'est son outil de gestion de projet. C'est ça. C'est ClickUp, Notion, Productive, enfin, il n'y en a pas 4000, il y en a 5-6. Mhm. C'est quoi la différence, techniquement, de garder Notion, garder ClickUp, garder Trello, garder trucs? Ça change quelque chose pour vous, concrètement, dans l'offre principale? Non. Si la personne veut rester dans Airtable, au Monday, au ClickUp... Oui, du coup, vous facturez toujours 6008. Et du coup, pourquoi? Donc Ouais. le deuxième, ça sert à rien. Ben oui. Pourquoi il y a du sur-mesure en deuxième offre? Puisque de toute façon, même dans la première offre, il y a du sur-mesure. En fait, c'est parce qu'on était juste parti sur ça au début et on n'a jamais cassé ce truc de sur-mesure, quoi. En fait, pour nous, le sur-mesure, c'était notre différence. Ouais, mais elle n'est pas là, votre différence. Parce qu'en fait, le sur-mesure, vous l'avez avec ces trucs-là, si vous le mettez. Et vous l'avez même à l'intérieur de votre offre. Ouais.
En fait, votre différence, c'est que juste vous êtes très très doué dans le delivery. C'est ça votre différence. Mais du coup, toi, tu peux t'amuser sur cette offre-là. Juste, s'il faut garder ClickUp parce qu'il est fan de ClickUp, bah tu gardes ClickUp. Mais vous facturez le même prix. Et ça, tout devient plus simple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, vous facturez des upsells. S'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui sont compliqués pour toi, tu factures un bloc de Lego en plus. Mhm. Mais au final, si l'agence veut garder Notion, c'est déjà compris dans le truc à 6008 en fait. Mais du coup, tu veux, par exemple, j'ai un client avec qui on fait des automatisations, ça fait quelques temps. Il revient à chaque fois pour des nouvelles automatisations. Oui, mais Lui, il utilise Coda. Et il n'a pas voulu, il ne veut pas de Notion, il ne veut pas qu'on touche à son Coda. D'accord? Donc, ce que tu proposes, c'est de lui dire, OK, d'abord, on va toucher à ton système, et après, on va toucher aux automatisations. Bah, ça dépend en fait. Sur ce client-là, je ne sais pas s'il a besoin de tout revoir. Je ne sais pas si vous avez besoin de lui proposer un système entier. Mais par contre, ça c'est autre chose. C'est ce que je m'étais noté là. Le crédit. En gros, pour moi, faut faire sauter cette partie sur mesure et garder ça. Vous avez une offre, mono-offre. C'est juste qu'elle est ultra personnalisée, cette offre, puisque vous la transformez en offre Lego. Ok. Ok. Par contre, des clients comme ça qui viennent et qui n'ont pas besoin de refaire tout un système, parce que j'ai l'impression que lui, il a déjà son système en place, là, il faut trouver une manière de les garder. Et même ceux à qui vous avez fait des systèmes, il faut trouver une manière de les garder. LTV, plus ils payent chez vous, plus vous êtes gagnant sur le long terme. Donc, pour moi, déjà, premier point, c'est ce que j'avais noté, sortir le Looker Studio de là-dedans, le mettre dans un tiroir. Vous pouvez mettre un prix dessus et vous le sortez que quand ça arrive. Mais vous ne communiquez pas dessus, vous n'en parlez pas et vous n'allez pas prospecter forcément les gens dessus. C'est pas, s'il arrive, vous le sortez du tiroir et vous le proposez. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il vous faut un espèce d'upsell. Moi, j'avais mis, il y a 2 points sur l'upsell. Il y a la partie formation et il y a la partie, justement, un peu ce qu'on s'est dit avec le modèle de crédit ou un truc qui ressemble. Cette personne-là qui a déjà son système mais qui a besoin de temps en temps, de manière ponctuelle de vous, qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'on l'adresse? Est-ce qu'on lui fait payer un abonnement? Et du coup, l'abonnement, il peut piocher via des crédits, par exemple. Est-ce qu'on lui fait payer un prix par action? Donc, je sais pas, moi, il veut une automatisation simple, c'est tant d'euros. Il veut une automatisation complexe, c'est tant d'euros. Et en fait, on fixe un prix par action et c'est comme un carnet de commandes. Il prend commande tous les mois ou tous les 2 mois quand il a besoin d'une automatisation. C'est ça. On n'aura pas la réponse maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut me sortir ce truc-là sur mesure, le mettre là-dedans et me trouver une manière d'upsell sur le long terme qui est simple, comme bonjour. En fait, il faut vendre comme on vend des sites. En fait, ça c'est votre refonte. Il y a de l'existant, on sait s'adapter à l'existant. Par contre, si tu n'as rien et qu'on est from scratch, 6008. Aussi simple que ça, genre. Et il faut trouver une deuxième offre LTV, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on a pensé pour cette partie LTV, c'est 2 choses différentes. La première, c'est l'abonnement. Après un projet de système complet, c'était à 110 € et ça te donne droit à 1 heure par mois d'accompagnement, que ça soit de formation ou de la manutention ou des modifications dans ton espace de travail parce que ça évolue dans le temps. Donc on a pensé à proposer ça. Il y a des clients qu'on va terminer les projets maintenant et qui vont probablement prendre cette offre. On en a déjà discuté. Et aussi une autre offre pour la partie automatisation qui c'est pendant 6 mois, tu nous payes 600 € tous les mois et tu as droit à une quantité d'heures par mois. Ça, c'est très bien. Et au-delà des quantités d'heures, sortez des quantités d'heures. Ouais, parce qu'en fait, mettez des livrables en face. C'est intangible. Ouais. Parce que en fait, tu arrives dans le call pendant 1 heure, il va te dire quoi? Sortez du fonctionnement par heure. Mettez des livrables en face de ce que les gens vont payer. Et Donc, vous mettez des menus. Voilà. Genre des menus. C'est parce que, par exemple, là, je parle du client qui est le même, qui a Coda et qui ne veut pas sortir de Coda, il ne veut pas que je touche à son système. Lui, tous les mois, il m'appelle, me dit, j'ai une idée d'automatisation, je veux faire ça. Et je lui ai dit, OK, bah, je te propose ça, c'est cette proposition, 600 € par mois pendant 6 mois, on va développer ce que tu veux. Comment je peux lui dire, OK, on a tel livrable, si lui, tous les jours, il me sort une nouvelle idée d'automatisation qu'il veut mettre en place. alors lui, c'est un cas particulier, en fait, c'est ce qu'il faut te dire. Et je suis sûr que Mais même c'est lui... ça qui se passe souvent avec les Ouais. clients. Oui, mais même lui, tu peux l'adresser. Oui. Moi aussi, j'ai des idées si je vous explique les idées d'automatisation que j'ai, je pense que vous allez me dire, OK, lui, il est complètement fou. Mais c'est comme tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, si vous ne le cadrez pas, vous On a un retombez problème de dans un truc. cadrage. Eh oui, vous retombez dans un Ouais, truc de je suis très- freelance et donc je vais te payer un nombre d'heures. Est-ce que C'est pas chacune ça. de ces idées mérite d'être Et voilà, explorée, déjà un. Et deux, si elle mérite d'être explorée, tu as le droit de décider que c'est une automatisation complexe et de lui facturer 500 balles l'automatisation, tu vois. Ou Et là, 1000 il aura balles moins l'automatisation. Il aura moins d'idées. Beaucoup moins d'idées, là. Non, mais c'est c'est la vrai. vérité, là. Donc, tu veux dire qu'on fait 600 € par mois, on ne compte pas les heures, mais tu as droit, par exemple, Ah, tous les mois, exact. à une automatisation simple. Par exemple, je n'ai pas envie de vous donner en fait la résultante maintenant parce qu'on la sait pas. On n'a pas de. On n'a pas assez de connaissances. Voilà, on n'a pas assez de intrinsèques connaissances, on n'a pas de ce qui retour est- de vos clients assez, etc. Mais il faut que vous simplifiez la tâche là-dessus et surtout mettre un cadre. Lui, il va pas être rentable à 600 balles par mois. Parce que lui, en fait, il se dit, je les ai 1 heure. Donc, il va vous épuiser.
En gros, il se dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bah oui, c'est pas cadré. C'est pour ça que ça sert à rien de mettre des heures. Parce qu'en fait, en 1 heure, lui, il sait pas ce que tu as le temps de faire. Donc il se dit bah, tu vas me mettre telle automatisation. De même façon, c'est moi qui dis, non? C'est moi de dire, ok, ça me prend 1 heure, ça me prend 2 heures, ça me Ouais, prend mais du 5 coup, heures. si lui, d'emblée, il se cadre par rapport à ce que vous lui avez donné, c'est d'autant plus simple. Parce qu'il arrive en connaissance de cause. Déjà, il se restreint parce qu'il va pas avoir des idées tout le temps. Et surtout, c'est pricé, donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est comme les agences. Par exemple, on a une agence dans le charbon qui fait du design illimité. Sur le papier, c'est du design illimité. C'est un peu comme si vous mettiez un abonnement comme ça. Le client a l'impression que c'est du design illimité. Dans les faits, c'est pas vrai. Il y a des cadres, il y a un cadre, il y a un périmètre en fait. Il peut faire une demande toutes les 48 heures. La demande, elle peut pas dépasser tel stade de complexité, etc. Et il y a un abonnement mensuel. Et en fait, dépendamment du nombre de livrables qu'il y a dans l'abonnement, ils ont des tarifs différents d'abonnement. C'est ça. Donc il a un tarif à 1 000 €, un tarif à 2 000 € et un tarif à 5 000 €. Le tarif à 5 000 €, ils ont le droit de faire une demande par jour complexe, par exemple. Donc s'ils veulent une presse par jour pendant 30 jours, ils peuvent avoir une presse par jour pendant 30 jours. Mais ils payent 5 000 €. Par contre, si c'est un client qui paye 1 000 € par mois, il a le droit à, je crois, une demande facile tous les 72 heures ou tous les 5 jours. Enfin voilà, du coup, il a 4 livrables dans son mois, mais il paye 1 000 €. Donc c'est logique. Et je pense que vous, il faut que vous cadriez comme ça. Encore une fois, là, je pense que ça sert à rien qu'on passe trop de temps dessus parce qu'en fait, on va commencer à raconter, pas des bêtises, mais on n'a pas assez de maîtrise de vos clients. Il faudrait qu'on parle beaucoup plus longtemps avec vous pour vous expliquer ça et que vous puissiez nous faire les retours et qu'on définisse. Mais pour moi, le truc qu'il faut retenir sur les offres comme ça, après on passe direct au contenu, vous me sortez l'offre 2 sur mesure qui en fait est déjà dans votre offre 1. Et par contre, pour combler le manque de l'offre 2, c'est-à-dire les gens qui arrivent et qui ont déjà un système, qui n'ont pas besoin d'un système, c'est le système d'abonnement, de crédit, ce qu'on s'est dit là qu'il faut définir, quoi. Après, à voir comment vous le définissez en fait. Mais déjà, en fait, votre offre là, elle répond déjà à tout. Et après, pour pas les perdre et pour pas perdre les clients qui ont déjà des trucs et que vous voulez garder sur le long terme, là, il faut trouver quelque chose. C'est là que nous, je pense, on va s'arrêter maintenant parce que on n'a pas, j'ai pas envie de vous mettre sur des mauvaises pistes, mais en tout cas, il faut travailler quelque chose sur ça. Et Non, ça, mais je pense que c'est déjà beaucoup plus prévisible Oui. pour le client. C'est ça. Et même pour vous. Toi, Nathaniel, ça t'aide, mais énormément. Parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vends, entre guillemets, le delivery de Damarès. C'est trop dur. Parce que tu sais pas sur quoi tu peux t'avancer. Peut-être que tu vas vendre un truc qui va lui faire de l'extra miles à 30%. Elle bosse pour rien. Elle n'est pas payée pour ça. Non, et puis Théma, comment c'est compliqué à expliquer. Ouais. Moi, En fait, je te plains. Non, en vrai, Mais c'est le comment problème de c'est pouvoir tout compliqué. faire, en fait. C'est le trop problème de pouvoir compliqué. tout faire. C'est que quand on peut tout faire, on a envie de faire une offre par ce qu'on sait faire. Sur chaque chose qu'on peut adresser. Mais non, mais en plus, une offre. le pire, c'est que si vous changez l'offre comme ça, vous allez rien changer à la manière dont vous travaillez, ni à la qualité de vos services. C'est juste qu'en fait, tout devient plus simple pour le client. C'est tout, c'est ce qu'on va chercher. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre une mauvaise offre et une bonne offre. On a des superbes agences qui ont des offres de merde qui n'y arrivent pas, alors que les gens sont ultra talentueux. À l'inverse, pour être très honnête avec vous, on a des gens qui sont un peu moins talentueux, mais qui ont des offres, mais c'est des machines de guerre. C'est bullshit. non Et ça devient des. Mais non, mais regarde Mathis par exemple. On fait des bullshit aussi parce que non, c'est pas fait. Et regarde Mathis, c'en est l'exemple parfait. De base, il n'est pas du tout vidéaste. Bah non. Il sait pas faire une vidéo de base. Il a pris l'iPhone, il a dit allez bourrin, il a eu une offre magnifique, laisse tomber. Et après, il est devenu super fort. Donc vous avez le sens inverse. Vous êtes très fort dans ce que vous faites, par contre, il faut cadrer l'offre. Après, sachez que deux choses pour vous rassurer. Vous avez un métier qui est nouveau. Oui. Donc en fait, il y a beaucoup moins de repères que par exemple, encore une fois, je prends l'exemple de Mathis, on en parlait. Ouais, mais l'urgence, trop dur. Voilà. Les gens ne sont pas forcément au courant qu'ils ont cette problématique. Donc il faut jouer avec ces trucs-là. Mais d'où l'intérêt de simplifier. Ouais. En fait, le fait de faire du sur-mesure, pour moi, c'est... En fait, ça vous rassure vous, mais ça rassure jamais le client. Ouais, et puis ça complexifie tout. Et même pour la question formation. Parce qu'il y a des clients, mais je pense que là, ça rentre dans l'abonnement qu'on avait dit, l'abonnement à 110 € pour avoir une formation par mois ou sinon de... Oui, Ouais, mais ça, c'est upsell. Ouais, c'est un des carrés d'upsell. c'est ça. Et tu vois comment ça devient simple. C'est un des carrés d'upsell en fait. Et vous facturez, je sais pas moi, 10 heures de formation, c'est tant d'euros. Hop. Et le mec, il peut pas, Ouais, il peut pas prendre autre chose. Ouais, soit c'est du plug and play, vous lui donnez la solution, il la prend en main, parce que c'est quand même pas hyper dur, enfin, vous travaillez super bien, c'est quand même assez intuitif. Soit il n'y arrive pas, il prend une petite formation, 2 heures, bam, terminé. Vous lui avez expliqué, il sait faire. Ouais, c'est voilà. très bien. C'est fou. Ok, juste, je pense qu'on va faire le sales. En fait, j'étais en train d'y réfléchir, Ok. c'est plus logique là.
Ouais, ça va. Et ça va aller plus vite en fait. Et après, contenu et prospection, on finira. Je suis pas sûr que. À chaque fois, tu fais tout tomber, c'est terrible ça. Après, on fera prospection. Vas-y, Ok. ça va. Ok, partie sales. En gros, aujourd'hui, moi, je vois plusieurs problématiques. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, parce que c'est pareil, c'est compliqué d'être hyper précis. Mais en gros, aujourd'hui, vous avez un cycle en R1, j'arrive, je prends les infos. C'est ça, R2, restitution c'est ça. de ce que vous avez travaillé. D'accord. Est-ce que, avec ce qu'on vient de dire au niveau des offres, tu comprends pourquoi, quand je te disais ça tout à l'heure, je veux vous amener un R1, je prends les infos, mais je parle aussi de ce qu'on fait, et je suis précis dans ce que je dis. Et R2, je viens signer mon contrat. Tu vois la différence? Parce que là, aujourd'hui, vous avez un R1, R2, R3, R14. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et potentiellement, en R22, je signe mon deal. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui te manque, c'est un vrai R1. Et ça, c'est un travail, par exemple, qu'on fait avec nos agences. C'est de leur expliquer qu'en fait, une vente, ça se fait en R1. Une vente, ça se fait jamais en R2. Le R2, c'est le follow-up. Tu vois? Et même si en R2, tu es beaucoup plus précise parce que vous allez pouvoir vous concerter et faire un truc qui correspond vraiment, avec un modèle d'offre qu'on vient de travailler, avec un positionnement qui est différenciant, etc., techniquement en R1, qu'est-ce que tu fais? 30 premières minutes, tu poses des questions. Pendant 5 minutes, tu pitches rapidement la proposition de valeur et t'expliques le système qu'on vient de se dire sur les offres. Plus, tu donnes des prix. Donc tu dis, ça va partir de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, la différence est énorme. C'est que tu écoutes pendant 30 minutes, tu pitches pendant 5 minutes pour expliquer comment vous fonctionnez, sauf que tu es en capacité de pitcher avec les éléments qu'on t'a dit. Donc moi, je suis une agence. J'arrive, pendant 30 minutes, tu me poses des questions. J'utilise Slack, j'utilise ClickUp, j'utilise machin, un truc, je fais des automatisations onboarding, offboarding, plus mon outil de gestion, il me fait chier, mais voilà. Ok. Du coup, nous, on fonctionne comme ça. L'ego, bon, tu en parles pas comme ça, mais tu lui présentes le mode de fonctionnement. Derrière, on a un upsell, entre guillemets, ou un abonnement, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, dépendamment de comment vous l'aurez fait. Ce qui fait qu'on va pouvoir te faire un système. Le système, il est à 6800. On met ça. Toi, tu m'as dit que tu avais besoin de ça. Tout ça, c'est inclus dans le système. Donc, on va littéralement tout refaire, mais on va pas changer si tu veux pas changer. Si tu veux changer, on peut changer, etc. Derrière, peu importe les automatisations, peu importe les améliorations, on a prévu une autre offre pour ça qui est à temps par mois. Bon, en fait, tu balances les informations, ce qui fait qu'en R1, t'as pas de problème de j'attends le R2 pour la restitution, etc. Aujourd'hui, ton R1, en fait, toi, c'est une découverte des besoins Mais pendant oui. une heure. Voilà. Pour à la fin, lui, ne rien lui dire. Voilà. Et donc en fait, il y a des gens, ça se trouve, tu vas en R2 avec eux ou t'espères avoir un R2. En fait, tu leur aurais juste dit les prix et comment vous fonctionnez, t'aurais gagné du temps. En fait, ils t'auraient dit non, c'est pas possible, on ne travaillera pas ensemble. Et ça te raccourcit tes cycles de vente. Et à l'inverse, des gens qui n'étaient pas forcément emballés par ton R1 parce qu'ils se rendent pas vraiment compte ou parce qu'ils se disent putain, je me suis fait questionner là, bon, c'est intéressant, on s'intéresse à ce que je dis, mais j'y vois pas du concret. Et ben ils vont jamais te rappeler. Tu vois, ami. Ouais, et puis tu vois, tu bosses beaucoup moins et au final, tu as plus de résultats parce qu'au final, tu le responsabilises beaucoup. C'est est-ce que tu veux garder comme ça, est-ce que tu veux pas, est-ce que tu es d'accord pour qu'on reparte de zéro? Et en fait, tu viens construire avec lui le bloc. C'est tellement facile, là. Parce qu'à la fin, c'est lui qui a parlé. Et donc pour moi, il faut que tu passes de ton cycle R1, R2, R3 à un vrai R1 divisé en 2 phases. Et ça, je pourrais t'envoyer si tu veux un sales pitch. Tu pourras t'en inspirer. Ils sont tous différents, mais au moins tu t'en inspires. 30 minutes de questions-réponses, un peu comme ce que tu fais actuellement. Par contre, toi, tu te laisses du temps pour pitcher ce que vous faites. C'est hyper important. Ok. Tu vois, tu parles de prix, etc. Et ce qui fait que, même si tu as un R2, parce que techniquement, tu ne closeras pas en R1, enfin, c'est compliqué sur vos métiers, faut pas, c'est possible, hein, mais c'est quand même compliqué, surtout que tu as besoin de faire un point avec Damares pour voir si c'est possible et ce qu'il faut mettre quand même, quoi. Mais admettons que tu arrives en R2. Le R2, c'est plus un R2 de ouais, est-ce que la solution te convient? Non, c'est un R2 de écoute. Je t'avais pitché notre solution au début, tu as compris comment on fonctionnait. Là, du coup, j'ai fait mon petit jeu de Lego, etc. On arrive à l'offre. Je t'avais déjà parlé des prix de toute façon. Du coup, là, c'est 6008. On y va pas? 2 rendez-vous. Ok. Tu vois la différence de cycle de vente, en fait? Donc ça, c'est important. Et après, je pense qu'il y a une question de posture aussi, mais ça, c'est réglé par les offres. En fait, là, tu avais un problème, je pense, de posture, et c'est pour ça que tu trouves que tu as des cycles de vente qui sont longs, que les gens ne reviennent pas vers toi. C'est parce qu'en fait, quand tu as une posture de on peut tout faire, on prend les besoins, on va revenir vers toi, etc., en fait, tu te mets en mode freelance. C'est vraiment vous me donnez les besoins, moi je m'adapte et je moule en fait autour de vos besoins, et ensuite, je vais vous proposer le meilleur truc possible pour ne pas vous sortir de vos habitudes et pour ne pas... Non, quand on paye une agence, on paye les meilleurs. On paye ce prix-là parce que ces gens-là sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs dans quoi? Dans leurs offres. Donc, il faut que tu
impose le fait que ce que vous faites est fait et organisé de cette manière-là parce que vous savez que pour les agences, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Et tu vois la différence de posture. Et quand tu pitches en R1, tu as cette différence de posture-là. Où tu n'es plus dans je t'écoute et je vais me plier à tes exigences. C'est je t'écoute, voici comment je fonctionne. Est-ce que ça te va? Si ça te va pas, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça te va, par contre, bah écoute, on en parle en R2, mais c'est pas pour se raconter la météo. C'est soit on signe pas. D'autant que beaucoup connaissent pas leurs besoins. Parce que ça, c'est en partant du principe premier, Oui, ils voilà. savent ce qu'ils veulent. Mais ils en savent que dalle. Voilà, les mecs. vous savez mieux que les agences de Bah quoi oui. elles ont besoin. Donc c'est à vous, avec les questions, enfin toi avec tes questions, d'orienter. Ah oui, donc en fait, t'en es là. Ah ouais, j'en suis là. Et tu leur appuies la tête. Tu leur mets de la douleur, et c'est comme ça que vous allez créer votre FOMO que vous n'avez pas aujourd'hui. Parce que toi, ta situation, c'était d'arriver en disant salut, on sait tout faire. Bah cool, et du coup, qu'est-ce que je sais, ce que je dois demander, tu vois ce que. Et aussi, il y a un sujet, ça c'est intéressant ce que tu dis, d'appuyer la tête et d'appuyer sur les éléments qui font mal. En fait, du fait que tu arrives, parce qu'en fait, c'est comme si toi, je sais pas moi, tu arrives dans un magasin et on te dit, je sais pas, tu arrives dans un magasin de vêtements et on te dit, ouais, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas si c'est moi, ça m'a déjà fait ça. Qu'est-ce que vous voulez, etc. Ouais, ok. Et puis après, tu essayes un truc, machin, et puis la vendeuse ou le vendeur, il est là, il dit, oh, c'est bien, etc. Moi, t'as ça, donc ça, c'est ce qui nous arrive 90% du temps. Par contre, moi, il y a des vendeurs qui m'ont marqué, c'est, tu rentres dans le magasin, bonjour. Ah ouais, ok, vous êtes brun, ok. Vous aimez quelle couleur? Ça, ok. Ben, vous cherchez quoi comme si... Ouais, ok. Ben moi, je peux vous proposer un truc, on vient de le rentrer en stock, là. Il a l'air vraiment sympa. Mais essayez ça. Et essayez tel truc, tel truc, tel truc. C'est souvent dans les magasins un peu plus premium. Mais vous voyez la différence? T'as le freelance, Zara, et t'as l'agence, tu vas dans une maison de couture. Et c'est cette approche-là qui vous manque. C'est ce qui va te positionner en tant qu'experte. C'est plus, moi, je vais vous donner les vêtements dont vous avez besoin ou dont vous voulez. C'est, je vais vous donner les vêtements qui vous iront le mieux parce que c'est mon métier de savoir ce qui va mieux t'aller. Je connais les couleurs qui vont mieux t'aller. Je connais les sizing qui va mieux t'aller. Du coup, tu vas mettre ça. C'est ça l'aspect de différenciation que tu parlais tout à l'heure. Voilà. C'est pas d'être sur mesure, c'est de comprendre ce dont ils ont besoin. C'est ça la Et différence. d'affirmer que vous savez ce dont ils ont besoin. Et là, quand ils prennent minimum 6008, bah, ils sont moins choqués déjà. Parce que vous avez pas beaucoup d'objections vis-à-vis du prix. Pas d'objection vraiment, mais Ouais. plutôt des demandes de payer en plusieurs fois, au sens Ça. de faire des trocs, mais on ne questionne pas vraiment Le prix, ça va, prix. c'est pas, c'est plus Bah, l'élément c'est qui hyper choque. rassurant, c'est-à-dire que ça va être beaucoup trop simple. Bah ouais, ça va être encore plus simple du coup. Bah, Mais pensez vraiment à cette comparaison-là. La différence entre un vendeur qui vous dit, qui est force de proposition et qui vous dit « moi je suis expert, ça fait 20 ans que je travaille là et je sais que c'est ce qu'il te faut comme Ouais. vêtement », avec le Zara qui vient d'arriver depuis 6 mois en stage et qui te dit « oh, je sais même pas si on l'a, je vais regarder en stock il y a les vendeurs et les conseillers. ». Voilà. Ok. Et ça, c'est la posture que tu dois adopter. Vous avez de quoi le faire, vous avez les compétences pour le faire et surtout, moi je suis assez content parce que je ne m'attendais pas que sur les offres, vous ayez un truc de départ. Mais ça règle tout. C'est qu'au final, le travail le plus compliqué de packager un peu ce truc-là, vous l'avez déjà fait. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est de savoir ce qu'il faut mettre, quand, comment, combien ça coûte, etc. Mais tu as déjà fait ce travail. Du coup, vous avez fait 90% du chemin. Maintenant, c'est vous avez cette offre, comment est-ce qu'on la simplifie? Et en sales, comment est-ce que le fait que ça soit simplifié se traduit aussi dans ton Ouais. cycle de vente? Comment est-ce qu'on en parle? Voilà. Parce que maintenant, tu as des trucs vraiment racontés. Mm. C'est pas juste de la prise de Ouais, besoin en continu Mm. et j'espère qu'il va me dire ce qu'il veut. C'est très compliqué de demander à quelqu'un qui vient d'arriver, tu veux quoi? Bah, je sais pas, il y a quoi? Mm. Bah, c'est à toi de me dire. Enfin, tu vois, genre, donc Ouais. là, au moins, tu arrives en disant, écoute, je te conseille, je Mm. t'aide à acheter. Et Je suis là au-delà, pour te vendre. ouais, et je te conseille, je t'ai lâché. Et au-delà de ça, ça fait 20 ans que je travaille là. Des gens comme vous, j'en ai vu plein, je sais comment les habiller. Tu vois? Mm. Des agences comme la tienne, on en voit tous les jours passer. C'est mon métier. C'est comme nous, quand on vous parle du charbon. Mm. Moi, vous me passez votre agence, et je le dis sans aucun problème, demain, je fais x10 sur votre chiffre d'affaires. Enfin, pas demain, mais on s'entend. Mm. Parce que je suis assez confiant, et je l'ai déjà tellement fait avant, que je sais que je suis en capacité de le faire. Et à vous, ça doit être pareil. Et je sais que toi, dans tes pitchs, on le ressent pas ça. J'en suis sûr. Rien que la manière dont tu m'en as parlé tout à l'heure. Tu vois? Et donc, il faut que tu changes cet aspect-là. C'est compliqué, mais du coup, quand tu auras réglé le problème des offres, ça va être beaucoup plus facile. Et après, on va parler de contenu, preuve sociale, etc. Ça va beaucoup t'aider. Mais il faut que tu changes cette posture. Donc, la première chose, c'est, si on reprend le sales, pour clôturer là-dessus aussi, raccourcir ton cycle de vente. Tu t'autorises un vrai R1 dans lequel tu pitches. Tu ne fais pas que prendre des besoins. Tu passes la majorité du temps à prendre les besoins, mais tu mets en face vos solutions. Mhm. Parce que quoi qu'il arrive, tes solutions correspondront à l'agence en face. C'est sûr, vous l'avez déjà fait, vous savez que ça marche. Et vous avez
Ça, c'est admettons, voilà, vous avez retravaillé vos offres hein, quand je suis en train de dire ça. R2, le R2, il a une seule utilité, c'est Oui, non. oui, non. Voilà. Du coup, tu n'es plus dans R2, R3, R4, R5, R1, R2. Changement de posture dans un second temps. Ça va prendre du temps. Il faut que tu te donnes les éléments aussi pour changer de posture. Preuve sociale, c'est important, mais c'est du travail. C'est du travail. Il faut que tu travailles ton sales, il faut que tu travailles tes sales pitch, il faut que tu t'entraînes. C'est du taf. Tu vois, nous, avec les agences qu'on accompagne, il y a des ateliers sales toutes les semaines, en fait, parce que c'est un truc, ça s'apprend. Donc ça prend du temps. Donc là-dessus, c'est pas du jour au lendemain où tu vas pouvoir être 10 fois mieux. Mais déjà, si tu as des meilleures offres, que tu as de la preuve sociale, que vous devenez meilleur en contenu, tu vas changer cette posture-là. Ok? Ça marche. Ça te va sur la partie sales, c'est compréhensible? Très bien. Ok. C'est noté. Top. Content? Content. Allez, vas-y. Du coup, dans la continuité, pour vous donner confiance en vous, je pense que, et même, au-delà de ça, pour vous donner confiance, donc déjà sur la partie sales, et au-delà de ça, pour contrer un truc qui est difficile aussi dans vos métiers, c'est le fait que vous ne savez pas quand est-ce que les gens ont besoin de vos services. Ça se règle par l'inbound en fait. Parce que vous allez être top of mind, donc les gens vont penser à vous lorsqu'ils vont déclencher ce besoin, si vous faites du bon contenu. Et donc lorsqu'ils vont déclencher ce besoin, ils vont venir vers vous. C'est pour ça qu'il faut que vous donniez, pour moi, vraiment fort en contenu, surtout pour votre métier. Vas-y mec. Allez, c'est parti, contenu. Ok, avant de commencer, j'ai déjà deux questions parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu en avais marre de créer du contenu sur LinkedIn, donc Trop. on va y venir, ça va être intéressant de voir pourquoi. Déjà, est-ce que vous pouvez me restituer un peu comment vous créez votre contenu, comment est-ce que vous dispatchez un peu la création? Moi je le sais, mais sur quelle plateforme vous postez aujourd'hui? Comme ça va nous aider un petit peu à resituer et voir comment améliorer un petit peu, pareil sur la récurrence du nombre de posts par semaine, etc. Enfin, vraiment, comment vous créez votre contenu aujourd'hui? On est principalement sur LinkedIn. En tout cas, c'est le réseau où on est le plus actif. Comment on crée? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un petit peu les problématiques que j'ai eues en call ou voir un petit peu ce qu'on a résolu et j'essaye de faire des posts avec. Et après, j'essaye aussi de travailler un petit peu mon personal branding, faire des posts sur moi, sur mon association avec Damarès, pourquoi on est complémentaires, pourquoi on est forte. Et voilà. Des posts techniques, témoignages et tout. Ouais, des posts assez techniques ou témoignages, un peu moins j'en fais, mais c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Et voilà, et après on a YouTube aussi, mais c'est que des démos ou des conseils sur la gestion de projet et principalement sur Notion. Des tutos Looker Studio, tutos Google Web Script, tutos automatisation. Ça en général, mais il faut que j'en fasse plus. Ok, et la récurrence, si on doit se donner à peu près une ordre d'idée? Avant, j'étais hyper à fond, donc je publiais tous les jours. Et puis là, récemment, 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Ok. Et toi, sur LinkedIn? Moi, j'ai commencé super fort sur LinkedIn. Ok. Je postais tous les jours. J'avais quelques résultats, mais du coup, je voyais que j'avais de moins en moins de résultats et j'étais de moins en moins inspirée. Je commençais à faire des posts vides comme ça. Et ce qui me saoule le plus, c'est les commentaires. Même sur les posts qui sont bien, les commentaires, c'est des gens qui répètent ce qu'il y a sur le post. Genre, ça m'intéresse. Ouais. Pas vraiment. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses, qui interagissent de façon vraiment qui me donne envie d'interagir sur LinkedIn. Et ça me saoule de plus en plus parce que je pense que, c'est compliqué de voir des gens qui postent des choses authentiques, qui sont authentiques sur LinkedIn. La plupart des gens ne sont pas authentiques. Et quand on essaye d'être fréquent, d'être là 3 fois par semaine, on finit par tomber aussi dans le même piège de ne pas être authentique. Et je sais pas, je pense que je suis bloquée, je suis dans un mauvais cycle de mindset. C'est pour ça que j'essaie de me concentrer le plus sur YouTube, parce que je pense que c'est là où j'ai le plus à ajouter, avec des conseils techniques, des tutoriels, etc. Le problème, c'est que quand je suis concentrée sur des projets, je ne prends pas le temps pour faire des vidéos pour YouTube. Et c'est plutôt un problème d'organisation de ma part, de vraiment bloquer pour prioriser cela. Ok. T'aimes bien LinkedIn? Ça va. Ça va? Je
j'aime pas, mais j'aime pas bien non plus. Enfin, Elle Ok. aime vendre sur LinkedIn. T'as des belles photos en vrai. Hein T'as des belles photos là sur LinkedIn. grâce à Develop.com. Grâce à Develop.com. comme ça. De De toute façon, que vous aimez ou pas, il faut y aller. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. On va Non, être mais moi, assez je suis clair. OK On va être assez Ça fait une vidéo, vous pouvez le faire. Ouais. Non, mais je suis plutôt OK avec LinkedIn, ça consciente. me dérange pas de poster, de faire des trucs. C'est juste que le fait de poster tous les jours, j'étais juste revenue dans un truc en mode. Enfin, c'était plus moi, c'était trop ChatGPT, etc. Ouais, mais va Ouais, vous ça, on expliquer va- Et comment j'arrivais se plus débrouiller. à trouver de l'inspi, donc ça m'a un peu. Ouais, mais Lucas, vous expliquer comment on se débrouille, nous, pour jamais avoir des pannes d'inspi et toujours parler des trucs qui nous Pertinent. concernent, nous. Oui, qui sont. Enfin, du moins, j'espère que mes posts sont pertinents. Ouais, ouais. Ceux de Steve, je suis pas sûr. Ok. En gros, moi j'ai regardé un petit peu déjà ce que vous faites sur LinkedIn. Déjà, je pense qu'on va juste commencer, on va juste faire un tour ultra rapide un peu sur le profil à toutes les deux, sachant que vous avez à peu près le même, on va dire, sur la partie bannière, etc. Comme on se le disait tout à C'est moi l'heure. qui m'occupe du profil de Dame. Ouais. Ok, les deux. Ouais, de toute façon, vous avez la même bannière toutes les deux, etc. Pour moi, le premier truc, c'est qu'en fait, il y a un petit manque de clarté en fait sur ce que vous faites, notamment avec la bannière. Pourquoi? Moi, quand j'ai regardé votre profil, j'ai pas directement compris ce que vous faisiez. Et je pense qu'on pourrait jouer un peu plus justement sur avoir un petit peu plus de clarté. Et après, au niveau juste du détail, pour le coup, un peu plus technique, mais c'est quand même important parce qu'en fait, la bannière, franchement, c'est le premier truc qu'on va voir sur votre profil LinkedIn quand quelqu'un va venir. En termes plutôt de lisibilité, les choix en fait de couleurs sur le fond, ça rend en fait la bannière trop compliquée à lire. Et en gros, il faut vous dire, quand il y a quelqu'un qui va venir sur votre profil, il faut lui faciliter la vie à 200%. Là, je regarde, en fait, votre agence structurée et automatisée en 30 jours, à la limite, ça, la police, c'est bon. Pour moi, il y a juste peut-être un peu de clarté à avoir. Mais par contre, vous avez mis du texte en haut et ça, c'est presque. Enfin, franchement, il faut que je clique sur la bannière pour pouvoir le lire. Et ça, c'est dommage parce que là, ou même, je suis obligé de zoomer un peu. Donc, en fait, ça, c'est juste un petit détail. Mais en fait, il faut vous dire qu'en fait, c'est vraiment le premier truc qu'on va voir et qu'on va aller regarder un petit peu pour. C'est Develop.com qui a fait ça en plus. On Ouais. va leur dire. Steve, tu te chargeras de leur dire, Bah, s'il te plaît. en fait, C'est Anaïs qui a dû faire ça. techniquement, elle est bien. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut faciliter en fait la lecture. Pareil, en fait, non mais c'est vrai, il faut que je sois honnête. Non, pareil, les logos des boîtes, en vrai, t'arrives à les lire ou pas? Non, non, mais non, non. Ouais, les logos En des fait, boîtes. Non, en fait, et puis même le wording, le wording, c'est vous ou c'est elle? Non, le wording, c'est nous. Ok. Enfin, Ouais. un mixte. Parce que typiquement, votre agence structurée et automatisée en moins de 30 jours, ça ressemble presque à du pilotage. Mm. On se demande même si vous mettez pas les mains dans la boîte et que vous venez structurer les équipes et tout. Enfin, ça a vraiment. Des fois, on fait ça. Hein. Ouais, mais ça, faut ouais, pas mais faire faut ça. pas que ce soit des fois en fait, Forcément. faut vraiment que ce soit ce que vous faites au Ouais, quotidien. Ouais, je vois, ok. Parce que déjà pour moi, à ce niveau-là, il y a un petit souci, en fait, on comprend pas exactement ce que vous faites, juste on va dire sur la homepage LinkedIn. Mais ça vient de ce qui Clément Ouais. a dit Bien tout sûr. à l'heure. Oui, Il y a bien sûr, un mais de toute façon, an, tout qu'on est lié. Ouais. Tout est lié de toute façon. Mais Tout juste- vient des offres. Ouais. Et c'est pour ça, de Non, toute mais du façon. fait qu'il n'y a pas un an Oui, oui. sur ce qu'on fait, il y a pas, enfin, on n'est pas une agence marketing. Tout le monde sait ce qui fait une agence marketing. On n'est pas une agence. Ça Ouais. n'existe pas. Il y a un moyen de le simplifier. Il faut que vous travailliez vos offres et il y a un moment donné, ça va devenir évident. Et vous allez trouver en fait votre patte à Ouais. vous en fait. Et en fait ça peut venir que justement comme l'a dit Clément par la réflexion sur vos offres et même les ICP que vous allez adresser. Parce qu'en fait le contenu c'est juste en fait s'adresser de ce que vous faites à vos prospects cibles en fait. Donc en tout cas voilà, juste sur la homepage pour moi il y a ça à regarder. Pareil du coup vous aidez les agences. Tu vois, si on reprend un petit peu la headline, j'aide les CEO à structurer. Pour moi, ce serait plutôt j'aide les agences dans ce cas-là, parce qu'on va s'adresser vraiment aux agences. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, pareil, du coup, j'aide les agences à structurer, automatiser, scaler, mais comment? Tu vois, tout à l'heure, tu me disais Notion, Airtable, etc. Pour moi, c'est des logiciels qui parlent directement sur, entre guillemets, nos domaines d'agence. Ça pourrait être notre phrase. Ouais, mais Tu vois, après, on on Ouais. dit fait que... scaler, on fait, tu vois, c'est pareil. Mais après, on se dit que si on se focus trop sur les outils, bah... Non, mais il faut pas forcément Ouais. parler d'outils. Oui, mais en fait, c'est juste de trouver quelque chose, en fait. Mais justement, en fait, ça va venir de par la réflexion qu'on a maintenant. Ouais. Et- Juste et en ça- fait, le truc, je pense à retenir, c'est qu'il y a un manque de clarté globale. Voilà, c'est ça. On n'est pas, c'est pas catastrophique du tout. Je veux dire, on a vu 1 milliard de fois pire. Mais mettez de la clarté Mm. dans tout. Et même dans vos prises de parole. De toute façon, après, il faut que je fasse les frameworks. Oui, et mais là, tout. on va y venir là. Mais je voulais juste commencer par ça Ouais. parce que je pense que c'est quand même important, tu vois, on l'oublie un peu. Ouais, mais, et puis ça nous permet de mettre un tacle à Develop.com aussi, ouais. qui sur le coup a pas fait un travail. Et la relire, un système intelligent basé sur. Puis même l'audit gratuit qui est lancé à l'appel comme ça, genre ça fait. On n'a jamais pour fait aller ça. audit gratos. Vas-y, tiens. Ouais. Vas-y. Vas-y, pour le C'est Dieu qui donne. 1, 2, Oh là là. Après, faire les banners LinkedIn, franchement, c'est pas évident.
Mais non, mais je sais, moi j'ai galéré une plombe à les faire, tu vois. Mais en fait, c'est important par contre. Mais si Franchement, vous savez sur la un quantité profil de fois c'est qu'on a déjà important. choisi le C'est une dinguerie. wording Oui, de- mais c'est normal. De toute façon, c'est un truc que. Après, c'est pareil, ça va pas changer la trajectoire de l'agence. Hein, Non, non, Oui. bien sûr. Mais oui, mais là, je voulais juste revenir dessus parce que c'est quand même important. tu C'est vois. le mec, il est prêt à signer. Ah, la bannière. Le mec, non, c'est mort. Une fois, il y a un mec qui nous a allumé, mais devant un tas de gens dans le bootcamp de Thibault Louis. Il a vu nos profils LinkedIn, il nous Ouais. a allumé. Tamarès, elle l'a Les pris gens- personnellement, mais elle voulait le Mais taper. parce que le mec, il se prenait par qui en fait pour nous parler de la façon qu'il a parlé. Même si, T'en fous, il là. a insisté sur la question que Nathan a mis fondatrice. Mais fondatrice, il disait quoi Nathan? Comme quoi les gens s'en foutent de ça, ça Ouais, n'ajoute on s'en rien. fout, ça nous- ajoute rien sur ton profil, ça marque rien, tu D'accord, devrais mais Je suis l'enlever. pas dresseuse de Et type, carrément, quoi. après, il a fait- Ok, Il a c'est fait un cool. post sur moi en disant ouais, quand tu mets fondatrice, je te parle pas, je sais pas Mais quoi. c'est qui lui Mais qu'est-ce qu'il veut lui Emmanuel, Emmanuel, je sais pas quoi. Besmut, un truc comme ça. Je l'ai Ouais. bloqué à vie. Le Ouais. mec. Damien, on s'en fout. Non mais je vais jamais oublier. Je vais jamais oublier l'arrogance du type. Tu vas plus jamais le revoir. Heureusement, sinon, Faudrait lui vendre l'automatisation. Ouais. c'est trop marrant. j'ai pas envie de travailler avec ce type de personne. On est s'en bon fout. C'est bon, Noé C'est bon, Ouais. le podcast, on arrache tout le monde. Ok, donc bon, maintenant on a vu ça. Deuxième chose maintenant, je pense que ce qui est intéressant sur votre création de contenu, c'est que vous êtes deux. Déjà, vous avez cette force, cette chance, entre guillemets. Je vais pas te dire Moyen. d'arrêter de poster sur LinkedIn, parce que le but, mais en vrai, c'est quand même important. C'est quand même important. Maintenant, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous avez tous les deux des zones de génie. Et pour moi, il faut que vous soyez sur vos zones de génie. Comme je disais ce matin, en gros, moi, quand je commence et que je refais une strate de contenu, c'est que je commence en fait par un peu par funnel. En gros, je reprends toujours de la base. En gros, ce que vous faites. Première chose à faire pour moi, en fait, ce que je trouve, où j'ai pas trouvé ça ultra évident dans votre création de contenu, après c'est dur de la juger de l'extérieur et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir ça avec vous, c'est qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait un mix de contenu. Pour le coup, on voit qu'il y a des contenus justement où vous allez avoir plutôt des use case clients, parce que j'ai vu ceux justement de Développe ta com, etc. Vous avez plutôt des posts valeurs, vous allez avoir des posts où vous parlez de vous deux. Mais par contre, j'ai pas trouvé vraiment de grosses, entre guillemets, linéarité sur vos contenus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas trouvé de vrai framework, on va dire. Ah, il y en a pas. Ouais, je teste voilà. juste plein de choses et je Non, vois au ce début, qui j'en prend. avais. Au début, j'en Dame, avais. elle en avait un, mais moi, je mets juste des posts comme ça. Ouais, et tu je vois. postes tu vois, comme ça en fait, je sais Ouais. pas vraiment, ouais, ok. Et ça en fait, dans votre création de contenu, c'est compliqué et théoriquement, c'est même pas possible, j'ai envie de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, vous pouvez pas vraiment analyser en fait ce qui marche vraiment et ce qui marche pas chez vous, du coup, parce que vous avez pas vraiment de framework en place. Après, vous pouvez, mais pas en profondeur. Moi, du coup, ce que je fais à chaque fois, on va repartir là-dessus, c'est qu'en gros, je bosse par pilier de contenu. En gros, qu'est-ce qu'un pilier de contenu? Un pilier de contenu, en gros, c'est tout simplement, là, on va pouvoir ranger, en fait, votre, entre guillemets, une espèce d'expertise principale. Nous, on est sur des métiers d'agence, donc j'aime bien faire avec de l'expertise. Mhm. Donc, par exemple, je connais pas à 200% votre expertise, ça va être délicat pour moi de vous le faire directement avec vous, mais je vais vous donner l'exemple de Clément, par exemple. Mhm. Que Clément, vous compreniez un peu ce qu'il fait, ou je vais même vous donner l'exemple. On a un pilier, nous, avec Clément, qui s'appelle le pilier Outbound. Donc en gros, ça va être tout le pilier de prospection. En gros, c'est le gros pilier de la prospection. Sauf qu'en fait, la prospection, c'est pas juste prospecter. Il y a plein de choses en fait dans la prospection. Vous pouvez avoir en fait de l'emailing, vous pouvez avoir même maintenant du WhatsApp, vous pouvez avoir LinkedIn, vous pouvez avoir du setting. Après, vous pouvez avoir de la prospection vidéo, vous pouvez avoir de la prospection par vocaux. Enfin, il y a une multitude de types de sujets qu'on va pouvoir aborder. Donc en gros, ce pilier-là va nous permettre en fait de catégoriser un peu un espèce de gros segment de contenu qu'on va pouvoir adresser. Ensuite, moi je découpe ça en sous-piliers. Il faut pas en avoir 50, ça sert à rien. Mais en gros, si jamais on reprend notre pilier outbound, bah en fait, les sous-piliers, c'est ce que je vous disais. Donc en gros, si j'en prends deux tout bêtes, on va prendre les plus gros. Donc on va avoir le pilier mail, le sous-pilier mail, et on va avoir un autre sous-pilier qui va être par exemple LinkedIn. Parce que du coup, on peut faire de la demande sur LinkedIn. Et en fait, à partir de là, en dessous, donc là on a par exemple un pilier, nos deux sous-piliers. En dessous, on va avoir ce que j'appelle des topics. En gros, c'est pas encore les sujets de contenu, mais en gros, les topics, c'est là où en fait on va pouvoir commencer à lancer notre création de contenu. Par exemple, LinkedIn, on va prendre l'exemple. Sur LinkedIn, on peut prospecter de plein de façons différentes. Mhm. On va avoir la messagerie LinkedIn dans un premier temps, mais en fait, sur cette prospection LinkedIn, bah après, là, on peut potentiellement utiliser, il y en a qui utilisent l'Emlist pour l'automatisation, donc ça peut être un topic. Vous pouvez avoir justement la prospection vidéo, vous pouvez avoir la prospection par vocaux, vous pouvez faire envoyer des... Enfin bref, il y a plein en fait, de topics qu'on va pouvoir adresser. Et après, de ce topic-là, par exemple, je reprends l'Emlist, donc l'Emlist, ça va être notre topic. Et de l'Emlist, je vais pouvoir partir et commencer à réfléchir sur mes idées de contenu, c'est-à-dire par exemple comment faire une campagne
de contenu de prospection sur LinkedIn. Et en fait, ça me permet en fait de ranger efficacement, on va dire, ma création de contenu. Et vous, c'est d'autant plus intéressant, sachant que vous avez tous les deux une zone de génie bien particulière, je pense. Toi plutôt sur la partie prod, et toi plus sur d'autres choses, même potentiellement la partie sales, etc. Et en fait, ça va être intéressant justement de dispatcher en fait votre création de contenu pour que vous ayez potentiellement des sujets du coup bien distincts sur lesquels vous allez pouvoir parler. Parce que du coup, ça va être tout simplement votre zone de génie. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que le premier truc que je ferais moi, ce serait déjà de cadrer un peu plus et d'essayer de faire déjà un peu un audit de vos contenus en fait. Qu'est-ce qui marche pas. Regarde peut-être justement quel contenu, on va dire, engage plus facilement la discussion avec mon audience. Même si en vrai sur LinkedIn, faut pas te dire, faut absolument que j'ai des conversations ultra poussées avec les personnes. L'objectif en vrai, c'est juste d'aller chercher de la vente en fait. Faut vraiment. Je sais que c'est pas évident de se dire comme ça, mais l'objectif final en fait, c'est juste de se dire, je fais du contenu sur LinkedIn pour me rendre visible et attirer mes prospects demain. Si jamais en vrai le post LinkedIn, t'as pas de conversation dessus, ou alors t'as deux mecs qui te racontent de la merde dessus, mais que ça te génère des ventes ou des rendez-vous, on s'en fout, c'est tant mieux, tu vois. Donc en fait, il faut essayer de se détacher. Le problème, c'était plutôt ça, c'était que ça générait des commentaires de merde, Et et pas en de plus, ça rendez-vous. générait pas des rendez-vous. Ouais, mais ok. Donc en fait, faut travailler là-dessus justement pour se dire, on va justement bosser pour, et surtout éviter de faire l'erreur que vous avez fait, mais en fait, c'est une erreur que tout le monde fait en fait, de commencer trop vite la création de contenu et en fait de se griller, parce qu'en fait, tout le cas, ça arrive tout le temps en fait. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc on va arriver là-dessus. Donc ça, en gros, c'est la première étape, donc on va dire des piliers. Donc déjà, première étape, ça va être de définir vos piliers. Est-ce que j'ai été clair ou pas là-dessus? Ok. Deuxième étape, ce que je fais, donc là on a le pilier, donc potentiellement vous avez les sujets sur lesquels vous avez communiqué. Et là, c'est pour moi ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est un framework que j'utilise qui permet en fait d'ultra bien cadrer sa création de contenu. C'est un framework qui s'appelle le framework KOL, donc c'est-à-dire Key Opinion Leader. Et en gros, ce framework il est divisé en 6 piliers. Donc en gros, on va avoir un pilier qui je pense va être intéressant pour vous, qui est le pilier industrie. Donc en gros, le pilier industrie, c'est le pilier dans lequel on va mettre dedans en fait tous les sujets d'actualité. Donc par exemple, demain, tu as une actualité sur Airtable, tu as une actualité sur Notion, vraiment un truc, ou même sur vos sujets, par exemple, si jamais vous utilisez Make, peu importe. Si vous avez un gros sujet d'actualité, ça va être intéressant de surfer un peu sur la vague, parce que généralement, c'est des sujets qui vont très bien marcher à un instant T. Ensuite, vous avez les contenus dits expertise. Et les contenus expertise sont dissociés en fait en 3 sous-catégories d'expertise. Vous avez les contenus beginner, donc en gros, comme son nom l'indique, c'est en fait tous les contenus débutants. L'objectif de ces contenus-là, ça va être d'éduquer un marché qui n'a pas forcément encore conscience qu'il a potentiellement besoin d'automatisation ou même ce que vous pouvez proposer. Et c'est le cas de, je pense, une grande majorité de vos clients. Voilà. Ensuite, vous avez les contenus médiums. Ça va être le plus gros de votre communication sur les contenus expertise. Les contenus médiums, en fait, vous allez parler de vos expertises distinctes et vous adressez vraiment déjà au niveau du discours et du tone of voice que vous allez utiliser, vous allez pouvoir entrer déjà un peu plus en profondeur. En fait, vous allez vous adresser à une typologie de personnes qui ont conscience, entre guillemets, de ce que vous faites de 1. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un bel enjeu, en fait, de simplifier votre discours et de trouver un peu comment vous allez amener justement votre communication là-dessus. Voilà pour le médium. Et après, vous avez l'expert, ça va être le plus petit ratio, en fait, de ce type de contenu, où en fait, on va aller vraiment... Enfin, moi, c'est le contenu que j'appelle le contenu comptable. Un comptable, quand il nous parle en vrai, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il dit, mais on sait qu'il est bon dans ce qu'il fait. Vous, ça va être le même rôle. Par exemple, un contenu expert que tu pourrais faire sur YouTube, c'est des contenus experts que tu fais. C'est des contenus qu'on va... Enfin, moi, tu vois, de prime abord, je vais aller dessus, je ne vais pas comprendre. Non, c'est plutôt médium le contenu que je fais sur YouTube. Ok. Le contenu expert, ça va être encore plus poussé ce que tu fais sur YouTube. Ça va être vraiment, par exemple, tu vas peut-être même aller à l'envers du décor et expliquer par exemple, la granularité des automatisations que tu peux faire. Enfin, vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur. Et en fait, ce contenu-là, il a vraiment pour objectif de vous mettre de vous dire, en fait, si je pense aujourd'hui à votre métier, à ce que vous faites, il faut que je passe par vous parce que vous êtes les experts, en fait, dans votre domaine. Après, vous avez les contenus brand. Les contenus brand, ce que vous faites déjà un petit peu aujourd'hui, quand vous parlez directement de votre collaboration, de votre amitié, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. En gros, c'est tous les contenus qui vont beaucoup plus parler de vous et de vous au global. En fait, même à la fois de l'agence vous, donc c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des contenus experts, mais pourquoi vous avez lancé l'agence, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, mais également de parler de vous, c'est-à-dire votre personne, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui, comment vous vous êtes rencontrés, des choses qui vous ont marqué. Par exemple, typiquement, ce que vous disiez là sur Thibault Louis, ça, tu fais un post, ça marche. Enfin, ça peut très bien marcher. Tu cites personne, mais t'expliques un peu justement l'envers du décor de ça, et c'est des posts qui peuvent très bien marcher. C'est pas des posts sur lesquels vous allez générer du business en vrai, mais c'est des posts qui peuvent vous rendre visible. Donc, et encore, ça peut vous driver du business. Mais c'est des posts qui vont vous rendre visible. Et après, vous avez les dernières catégories, qui est trop sous-cotée, mais qui est ultra important. C'est les catégories offres.
Donc en gros, off, c'est tout simplement ce que vous avez fait un petit peu avec Anaïs, etc. C'est de mettre les cas clients en avant. Et ça, vous avez deux possibilités de le faire. Soit comme vous le faites, où vous racontez entre guillemets le cas de votre client. Mais pour moi, c'est pas le plus pertinent. Donc c'est très bien, mais c'est pas le plus pertinent. Le plus pertinent, et de toute façon, on va y arriver un petit peu après, c'est que quand vous avez terminé un projet avec un client et qu'il est satisfait, le plus vite possible, faites-le monter avec vous sur un call de 30-40 minutes où en fait vous allez retracer exactement toute la collaboration que vous avez eue ensemble. D'avant, entre guillemets, son point en fait quand il a commencé à travailler avec vous, quelles étaient ses problématiques, comment déjà il vous a connu, aussi c'est intéressant, pourquoi il est passé par vous et d'expliquer un peu la roadmap et tout ce que vous avez mis en place et les résultats qu'il a eu. Parce que ça en fait, même dans la partie prospection et sales, surtout pour toi, si jamais tu as des prospects des fois qui sont un peu hésitants, qui ne comprennent pas énormément ce que vous faites ou comment la solution peut les aider, ça en fait tu envoies en réassurance. En fait, si jamais personne ne parlera mieux qu'un client sur la collaboration qu'il a eue, surtout sur ce genre de contenu-là. Donc en fait, ça te permet en fait de cadrer bien ta création de contenu et d'y attribuer des pourcentages. Donc là, on va y venir. Donc là, tu as les 6 et en fait, tu viens attribuer des pourcentages. Généralement, je le disais ce matin, le template de base que vous pouvez retravailler, c'est 10%, 20%, 30%, 20%, non, 10%, 20% et 10%. Et en gros, sur ces pourcentages-là, parce que là, du coup, en vrai, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces pourcentages? Là, en gros, ce qu'on va devoir faire, le next step, ça va être de trouver une fréquence de contenu. Et ça, c'est ultra important. Ce que je vous conseille de faire, et ce que je conseille à tout le monde, c'est pas justement de partir à un post par jour. En vrai, un post par jour, ça sert à rien. Enfin, sauf si jamais tu es créateur de contenu, que tu as, comme Clément, 50 créations de contenu derrière toi, franchement, c'est pas pertinent. Autant partir de. Surtout qu'en plus, comme j'aime bien le dire, c'est que votre mission principale, c'est pas de créer du contenu, c'est de gérer votre boîte. Le contenu, certes, c'est très important dans le développement de notre agence, mais ça doit pas être le plus gros. Et donc, l'objectif ici, ça va être de mettre un nombre de contenus que vous estimez tenable. Par exemple, on va dire que ce matin, j'ai pris l'exemple de 8 posts par semaine. Si jamais vous dites 8 posts par mois, pardon. Si jamais vous dites 8 posts par mois, en gros, à partir de là, donc vous avez 8 posts par mois et pas par semaine. Et en fait, vous venez attribuer le pourcentage en fait, que vous avez défini sur ces contenus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 8 contenus, vous savez que vous allez faire 10% de 8 contenus sur les contenus industrie, etc., etc. Comme ça, en fait, ça vous donne une espèce de projection. Ou même pour vous, en fait, dans votre création de contenu, tu vas être beaucoup moins à l'aveugle en fait, de dire mais qu'est-ce que je vais poster en fait. Et là, tu tentes des idées en fait. Voilà, et en fait, ça te permet, pour vraiment l'avoir fait, juste de mettre sur un calendrier. De toute façon, je vous enverrai ce que j'ai fait pour les mondes du charbon. Juste en fait, d'avoir visuellement sur le calendrier votre projection sur un mois, de vous dire j'ai 8 contenus, j'ai tant de posts beginner, j'ai tant de posts industrie. Franchement, ça vous donne direct des idées. Enfin, vraiment, pour l'avoir vécu, c'est assez cool là-dessus. Et en fait, ça vous donne une projection qui même va vous permettre en fait de prendre de l'avance. Donc là, on va dire que vous avez trouvé un rythme tenable, on reste sur 8 posts par mois, donc ça fait 2 posts par semaine. Maintenant, l'objectif, c'est de tenir ces posts. C'est pas de se dire, je vais en faire 8, je vais tenir ça 2 semaines et après je vais arrêter. Nous, ce qu'on fait maintenant avec Clément, c'est pas de se dire, on va faire la création au bonheur la chance. En gros, c'est de se dire, chaque semaine, je vais attribuer à ma création de contenu un créneau qui sera immodifiable. C'est en fait, vous faites la création de contenu, et ça c'est Clément qui me l'a dit, j'ai trouvé pas mal ce rapprochement, c'est de se dire, le contenu, c'est comme un call de vente. Vous n'allez pas esquiver un call de vente avec un client. Le contenu, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas esquiver votre créneau contenu. Sur Week, surtout que vous avez déjà posté du contenu. Donc en fait, vous pouvez bloquer 1 à 2 heures par semaine. J'aime bien 2 heures, comme ça vous laisse le temps même de réfléchir sur d'autres idées, etc. Vous vous dites, je vous bloque 2 heures par semaine. Honnêtement, 2 heures par semaine, ça le fait, franchement. Et au moins, dans ces 2 heures par semaine, vous faites vos poches de la semaine, et potentiellement, si vous en avez 8 dans un premier temps, vous pouvez même potentiellement prendre de l'avance. Vous faites vos 8 posts par semaine, et comme ça, c'est fait. Vous avez fait vos 2 posts de la semaine, vous n'y revenez pas, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec la création de contenu, et vous pouvez penser un peu au sujet que vous avez. Nous, on aime bien le faire le lundi. Moi, j'aime bien le faire le lundi aussi, généralement le lundi matin, parce que c'est pas là où forcément on a le plus gros des urgences, on est dans le rush de la fin de semaine. C'est généralement on est reposé du week-end, donc j'aime bien le faire là. Ou si jamais vous bossez le week-end, vous pouvez le faire le samedi aussi, peu importe. Mais en fait, c'est juste de se dire, je trouve un créneau dans la semaine, j'y attribue 2 heures et il bouge pas. Et si jamais vous le tenez en place, après c'est comme une routine en fait, il faut juste mettre ça en place, mais quand vous l'aurez, généralement, ça se met plutôt bien dans l'agenda. Et en fait, à partir de là, du coup, vous reprenez votre framework, vous regardez, cette semaine, potentiellement, je dois sortir un post beginner le mardi et un post brand le jeudi. Ça vous permet en fait de réfléchir, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine? Si vous aviez déjà mis des idées, ça vous permet de mettre tout ça. Et comme ça vous permet vraiment déjà de projeter mieux votre création de contenu, parce que c'est ultra important. Et honnêtement, une stratégie de contenu où tout est fait le jour même, franchement, j'en connais pas énormément qui marchent ou qui tiennent dans le temps. Parce que même pour analyser, en fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus flexible. Et ce pourcentage-là, il est ultra flexible. C'est-à-dire, si jamais demain vous partez sur une base comme ça,
et que vous vous dites en fait les expertises en vrai ça sert à rien, ça vend pas, les vidéos sont pas beaucoup vues, j'ai pas beaucoup de retours, bah vous l'enlevez en fait. Et vous gonflez le pourcentage, les 10%, vous venez l'ajouter sur un autre pilier qui fonctionne bien. Et surtout le plus important, et ça je l'ai pas dit ce matin, c'est j'entends beaucoup en fait qu'on n'a pas d'idée de contenu. En réalité c'est pas vrai. Genre c'est pas que vous avez pas d'idée de contenu, c'est que vous les notez pas. Genre toute la journée vous avez des idées de contenu, c'est sûr et certain. Moi pareil. Le seul truc, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, c'est vous dire putain j'ai une idée, vous la notez pas et 2 heures après vous dites c'était quoi mon idée et j'ai oublié. Donc en fait il faut absolument que sur votre téléphone vous ayez soit un Notion, peu importe, un outil de prise de notes. Dès que vous avez une idée vous la notez. Et comme ça toute la semaine vous allez avoir des idées, des posts LinkedIn que vous allez regarder, une vidéo, peu importe. Et comme ça vous permet en fait quand vous revenez sur votre atelier en fait création de contenu d'aller piocher dans les idées que vous avez. Et généralement, vous allez arriver, enfin, franchement, si vous faites ça, vous allez être très peu à court de contenu. Et dernière chose, sur le contenu, c'est que vous avez déjà posté pas mal. Vous avez des posts LinkedIn, recyclez vos contenus. Genre, recyclez-les, parce qu'en fait, prenez les contenus qui ont bien marché, même des contenus qui ont un peu moins bien marché, mais juste transformez-les en fait. Changez le hook c'est le plus important. Essayez de rendre les contenus un peu plus attrayants sur la partie hook, changez les photos. Parce que même vous, en fait, ça va vous demander un peu moins de temps en prod. Donc, mais en fait, ça vaut vraiment le coup de recycler les contenus. Aujourd'hui, avec Clément, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en fait. On recycle des contenus parce que du coup, il y a une grande banque. Des contenus LinkedIn, on va s'en servir et les transformer pour Insta. Des formats YouTube, on va s'en servir pour en faire des lead magnets au format LinkedIn et même au format Reels. En fait, il faut vraiment vous dire qu'au bout d'un moment, pas directement demain, parce qu'en fait, c'est une gymnastique à prendre, mais en fait, de se dire que la création de contenu, tous les médiums sur lesquels vous allez pouvoir communiquer, donc YouTube, en fait, ça devienne un peu interconnecté. Et piocher des idées à droite à gauche. Ça, c'est pour LinkedIn. Et YouTube, pour moi, parce que déjà, vous avez déjà mis le pied à l'étrier et tout. Et moi, il y a 2 trucs sur YouTube, pardon. C'est qu'il n'y a pas de lien sur les vidéos. Genre, description, généralement, tu vois, je regarde par exemple automatiser Google Sheet. Ce qu'il faudrait mettre, c'est vous dire, si la personne veut aller, par exemple, prendre un call avec vous, on va dire que vous apportez de la valeur, etc. Il n'y a pas de lien direct. Mettez toujours un lien de calendrier ou un lien d'un calendrier quelconque. Comme ça, au moins, si jamais la personne a potentiellement passé genre 15 minutes avec vous, me dit qu'elle peut vouloir monter sur un call. Donc en fait, faciliter toujours lui la tâche là-dessus et qu'elle évite d'aller chercher, qu'elle revienne sur LinkedIn, qu'elle aille en homepage YouTube, etc. Et en gros, autre chose, donc on en parlait un peu tout à l'heure, ce qui va être intéressant à aller chercher, c'est tous les use cases. Les use cases, vous pouvez les mettre sur YouTube. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ultra intéressant. Pourquoi tu lèves les yeux? Hein? Non, tu lèves les yeux. Non, je suis juste en train de réfléchir quand tu ok. me parles. Désolée. Non, t'inquiète. Là, je savais pas si il fallait me dire à chaque fois si non, vous avez non. des doutes ou quoi. Mais en gros, les use cases, en gros, ce qu'il faut faire, c'est les mettre sur YouTube. C'est ultra intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire de la redirection de LinkedIn à YouTube. Et même des personnes qui sont abonnées à votre chaîne YouTube vont pouvoir aller voir les use cases et faire de la réassurance. Ouais, regardez, je vous ai fait un magnifique schéma. En gros, vous avez LinkedIn 1, LinkedIn 2, YouTube, technique, preuve sociale. C'est ça, il est là votre schéma de contenu. Un LinkedIn, 2 LinkedIn qui redirige sur YouTube. Et YouTube, il comporte 2 choses, des éléments techniques et des éléments de preuve sociale, use case et des tutos. Et en fait, après, et des posts LinkedIn et le reste, vous vous en occupez pas, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et pour moi, un truc qui pourrait être ultra intéressant pour vous, pour vraiment comprendre ce que vous faites, demain vous avez un projet client, tu peux monter directement sur un Tela, peu importe, partage d'écran, et tu montres ce que vous avez fait. T'expliques de A à Z ce que vous avez fait. Que je te disais. Et tu prends le temps. Si jamais la vidéo elle va faire 30 minutes, elle doit faire 30 minutes. Quelqu'un qui va être intéressé par passer par vos services et mettre un certain budget chez vous, il va la regarder la vidéo. Et dites-vous que votre contenu il doit servir à rendre tangible ce que vous vendez, qui n'est pas tangible. Exactement. Et donc c'est pour ça que ce type de contenu-là, déjà, si vous mettez en place use case et que vous mettez en plus en place justement de rendre justement ce que vous faites tangible et compréhensible auprès de vos prospects, bah déjà sur votre création de contenu, déjà toi ça va t'aider sur la partie call et même sur entre guillemets la compréhension de votre activité au global, ça va simplifier énormément de choses. Donc en fait, il faut vraiment voir LinkedIn et YouTube de façon, enfin vraiment, il faut voir limite ça, j'ai envie de dire, comme une espèce de grosse plateforme en fait. Que LinkedIn va être bénéfique pour YouTube et YouTube va être bénéfique pour LinkedIn et les deux vont être bénéfiques pour l'agence. Mais vous, entre guillemets, sur les problématiques qu'on a un petit peu aujourd'hui, pour moi, vraiment, déjà, remettez un gros coup de clarté sur comment vous allez communiquer. Donc, le message au global, en fait, de comment est-ce qu'on va faciliter la compréhension de ce que vous faites auprès de votre audience. Remettez au propre, justement, que vous ayez les piliers de contenu. Qui s'attribue quoi en termes de contenu? Parce que vous avez justement la chance d'être deux. Ne vous empiétiez pas forcément sur tous les types de contenus et partagez-vous un petit peu vos zones de génie. Ok, comme ça, vous allez en plus être reconnu comme expert dans votre domaine. Mais regardez un peu le framework AOL, comment vous allez pouvoir mettre ça en place. Surtout,
mettez bien en place un template de calendrier éditorial que vous allez pouvoir tenir. Et c'est le plus important que vous allez pouvoir tenir. Faites pas une projection à 4 contenus par semaine, ça ne sert strictement à rien. Si vous devez commencer à 2, commencez à 2. Si vous devez commencer même à 1, commencez à 1. Le plus important, c'est de commencer et de tenir sur le long terme. C'est pas de vraiment de vous dire, vas-y, je pars sur 2 mois full time à 4 posts par semaine parce que je pense que je vais réussir à les tenir. Et au final, dans 2 mois, on va être à exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où bah, tu postes un peu moins et vous êtes un peu moins au carré sur votre création de contenu. Et après, ça, juste pour reprendre sur la partie discipline et le fait que ça vous plaise pas d'écrire du contenu et tout, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, c'est hyper important. Ça peut changer votre vie, et je pèse mes mots quand je dis ça, vraiment. Ça va changer votre vie si vous y tenez. Et deuxième chose, moi, il y a un truc que du coup je fais qui explique la raison pour laquelle je n'ai jamais cessé de créer du contenu. C'est qu'en fait, on est tous, et l'être humain, il est obsédé par je veux sortir de l'ordinaire. Tu sais ce que tu disais de j'en ai un peu marre, de que ce soit tout le temps les mêmes commentaires, les machins, les mêmes trucs, ou je veux écrire des posts différenciants, machin, je veux vraiment qu'on voit ma patte, etc. En fait, l'humain, il est obsédé par ça, notamment dans la création de contenu. Un des trucs que moi je fais et que je me dis dans mes posts qui fait que je prends du plaisir à écrire, c'est que je prends un peu la posture de journaliste. Je me dis, ok, j'ai mes topics, j'ai mes trucs, du coup tout est carré, tout est militaire. Déjà ça m'enlève une certaine pression. Je note mes idées, je sais que le samedi matin j'ai 4 heures de rédaction de contenu, moi je fais ça le samedi matin, donc ça c'est militaire. Maintenant il reste la partie, comment est-ce que je prends plaisir. Donc j'en fais un métier, comme un journaliste, je me mets des créneaux pour écrire, par contre j'en fais un métier plaisant. Comment est-ce que je fais en sorte que ça soit plaisant? Je mets des billets personnels dans chaque chose que j'écris. En gros, peu importe ce que je vais écrire, je vais l'écrire avec un biais personnel, un point de vue qui m'appartient à moi. Donc si j'écris sur les canards, je vais écrire un truc sur les canards que moi je vois. Si j'écris un truc sur les agences, non mais c'est un exemple. Non, mais oui, c'est bien, ouais. Ça paraît con, mais en fait, et du coup, j'aime pas les canards, mais je vais prendre plaisir à écrire sur les canards. Et en fait, ça, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais eu en termes de création de contenu. Et le truc qui explique que, bon, je sais pas si je suis bon, mais qui explique qu'on est plutôt pas mauvais en création de contenu. Je mets toujours un insight, toujours un biais personnel. Comme un journaliste, comment est-ce qu'il prend du plaisir quand il écrit et pourquoi il fait ça? C'est son métier. Il est payé pour. Dites-vous que vous êtes payé pour faire du contenu parce que c'est vrai. En fait, c'est implicite, mais c'est vrai. Et deux, il met toujours un biais personnel. Ce qui fait kiffer un journaliste, c'est le fait que ça soit lui qui fasse les recherches, que ça soit lui qui mette son empreinte sur ce qu'il va écrire, que ça soit sa patte, comme un auteur aussi, sa patte, son écriture. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Sur LinkedIn et sur YouTube. Donc ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu. Vous bloquez ça de manière militaire, vous mettez un biais personnel et vous allez vous y tenir très longtemps. Et dites-vous que ça va changer votre vie en fait. C'est ce qu'il faut se dire et c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et essayez aussi là-dessus justement alors je sais que c'est pas facile, mais de pas suivre entre guillemets le cadre, dans le sens où en fait essayez aussi de parler de sujets qui vous intéressent vous. Là ça va être surtout pour les contenus brain à la limite, parler vraiment de sujets qui vous font kiffer quoi. Ouais, voilà. Faut prendre du plaisir quand même. Faut essayer, même si moi en vrai je vais pas mentir, samedi matin je préfère être ailleurs quoi, que d'écrire ma post LinkedIn. Ouais. Mais je le fais. Et aussi, dernier truc, dites-vous aussi que le contenu, c'est aussi ce qui va vous permettre de différencier d'une agence à une autre. Ouais, et pour le coup, là, on a vraiment on a assez d'insight pour pouvoir le valider et survalider. Franchement, le contenu peut faire qu'un prospect passe par vous au lieu d'une autre agence, même si l'agence potentiellement elle a plus de use case, qu'elle a plus d'avis clients, enfin bref, peu importe, et qu'elle passe par vous parce qu'elle soit plus attachée par vous, par votre création de contenu. Donc ça, c'est ultra important de le mettre. Donc c'est pour ça. Aussi, si jamais, franchement, pour le coup, pour l'avoir vu, si jamais vraiment ça vous fait chier d'écrire un post, l'écrivez pas parce que ça va se ressentir. L'écrivez vraiment pas parce qu'en fait, vous allez penser que vous venez à votre. Faut pas lui dire ça par contre parce que. Non, mais en fait, je pense que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que sur du long terme, ça peut plus desservir qu'autre chose. En fait, c'est bien, vous serez tenu à votre agenda et vous vous dites, j'ai fait mon post, franchement, ça va se ressentir. Justement. Si jamais déjà c'est pas un truc que vous kiffez de base, et je suis sûr qu'au bout d'un moment vous allez kiffer, parce que franchement pour le coup au bout d'un moment ça devient une habitude, ça devient une gymnastique, parlez de sujets qui vous font kiffer, et surtout comme l'a dit Clément, rajoutez votre patte à vous sur tous les contenus. Que ça soit un détail, un hook que vous aimez bien, par exemple sur les vidéos YouTube tu vois tu dis coucou tout le temps. Tu vois c'est peut-être pas, je te dirais en termes de performance pure et dure sur une vidéo c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire, mais par contre c'est ce qui peut te différencier et rentrer justement tu vois dans la mémoire des gens en fait. T'as regardé les vidéos? Oui, j'ai regardé, j'ai fait mon travail. Donc,
Donc tu vois, et ça c'est bien à regarder, tu vois. Et justement, en fait, c'est ça que Clément veut vraiment dire, rajouter du vous dans le contenu. Sinon, vous allez perdre patience. Ouais, et ça va faire exactement comme là, en fait, tu vas perdre patience, tu vas pas réussir à tenir une cadence. Et vraiment, pour le coup, le contenu, c'est du très long terme. Genre, vraiment, c'est sur c'est vraiment 1, 2, 5 ans, comme Clément et comme d'autres exemples. Vraiment, il faut le voir sur du long terme. Donc, si jamais c'est pour vous cramer et vous dire, si je vais partir sur 5 vidéos ou 5 contenus par semaine, et que dans 2 mois, on en est exactement au même point, ça sert à rien. C'est pour ça, vraiment, deuxième conseil que je peux vous donner, justement, ne surestimez pas votre production et à la limite sous-estimez même là un peu au début et partez sur un rythme que vous allez tenir dans le temps. C'est vraiment le plus important. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, j'aurais aimé qu'on parle de la prospection, mais là, on va être short niveau timing. C'est un peu chiant. Mais je préfère pas qu'on se lance là-dedans si on n'a pas vraiment le temps. On pourra en reparler à d'autres occasions. Mais voilà, est-ce que c'est clair pour vous un peu tout ce qu'on a mis? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que voilà, il y a quand même un pilier de prospection qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui allait dans le découlement de tout ce qu'on a vu quand même. Moi, le plus important pour moi, c'était les offres et le parti positionnement. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que déjà ça vous aide? Ouais, cette partie offre, je pense déjà ça va beaucoup nous aider. Super. Et surtout le petit le fait de toucher sur la posture, c'est surtout ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des deals qui ne signent pas. Ouais, et puis il faut laisser le temps au temps aussi. Je pense. La posture, ça se travaille avec le temps. Et tous ces éléments-là. Le contenu, c'est de la confiance, de toute façon. Oui, c'est pas juste un mindset où tu te dis c'est bon, Ouais, je suis ouais, confiant. Maintenant, je vais faire tout le monde. C'est les offres, le contenu, la preuve sociale. Ouais. En fait, à chaque vidéo sortie, vous allez avoir un gain de confiance et une preuve que ce que vous faites, c'est bien. À chaque nouveau client signé, c'est encore plus. À chaque fois où toi, tu vas travailler ton cycle de vente et que tu vas retravailler ton sales pitch, tu vas reprendre en confiance. À chaque fois que toi, tu vas délivrer un client correctement, tu vas reprendre en confiance. C'est un cercle vertueux et il faut commencer dès maintenant, travailler ces éléments-là, notamment sur le contenu. Sur la partie prospection, voilà, en gros, moi, je peux vous donner une phrase de ce qu'il faut retenir dans vos métiers. Il faut essayer de trouver l'intention d'achat. Et pour trouver l'intention d'achat, ce qu'il faut faire, c'est des ressources de projection. C'est-à-dire qu'il faut faire comme si vous aviez déjà travaillé avec la boîte avant même de l'avoir signée. Donc ça passe par plein de manières différentes. Là, je ne vais pas vous en sortir 50, mais il faut lui faire comprendre que vous avez déjà bossé pour elle, entre guillemets, en repérant les problématiques et en lui expliquant que vous l'avez déjà fait pour les autres. Ressources de projection. Et y aller ultra personnalisé. Tout ce qui va être automatisé, etc., ça sert à rien et ça va dans la continuité de ce qu'on s'est dit sur le contenu. Restez vous-même, entre guillemets, différenciez au niveau des offres. Et voilà. Ok? On est bon? Super. Merci en tout cas, et puis j'espère que ça vous aura aidé. Ouais, trop bien. Merci à vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. Merci à vous. Entre-temps, mais...